plupart des gens te répondent « Ah, ouais, j'aimerais bien faire du sport, mais j'ai pas le temps ». Thierry Marx, qui est membre du Temple, il dit « Je n'ai pas le temps de ne pas faire de boxe ». Pour moi, le contraire de chercher à être meilleur, c'est se trouver des excuses et chercher des justifications. Enfin, moi, mon projet personnel, c'est de regarder la réalité en face. Distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Et donc, ce qui dépend de toi, là, tu as intérêt à assurer. Aller dans un job pour le salaire, c'est vraiment manquer d'ambition. Moi, je pensais qu'en répétant 5 fois la même demande, à bout d'un moment, ça allait bien être fait. C'est pas plus grande erreur. Moi, j'étais dans l'assertivité. Et je suis passé dans la question. Merci pour vos retours qui me font hyper plaisir. On est déjà à plus de 30 000 écoutes en seulement quelques épisodes, c'est incroyable pour moi. Et surtout, abonnez-vous si vous avez aimé ce format, mettez 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Mais avant ça, une dernière chose. Je remercie notre partenaire Magma. C'est une des meilleures newsletters business que je lis tous les vendredis. Elle est propulsée par Orso Media. La newsletter Magma, elle centralise du contenu d'experts pour trouver ta prochaine idée de boîte en détectant des tendances de marché. J'aime beaucoup les rubriques sur par exemple les opportunités de marché cachées ou les idées de produits e-commerce ou de startups qui fonctionnent à l'étranger que vous pouvez reproduire. Et Magma, c'est aussi une communauté avec des groupes WhatsApp pour s'entraider, pour recruter ou pour tester des nouveaux produits. Ils ont plus de 1500 abonnés déterminés, plus de 230 éditions et plus de 700 sujets traités qui vont des objets qui s'auto-rechargent à l'investissement boosté à l'IA en passant par la création de contenu faceless. Voilà, ils ont surtout des lecteurs connus comme Jean de la Roche-Brochard, Mathieu Stéphanie ou Xavier Niel. C'est payant évidemment, mais comme on dit, you pay peanuts, you get monkey. Alors abonnez-vous en profitant de mon code Bootstrap50 qui vous offre 50 € de remise annuelle sur la première année. Merci. Et du coup, t'as fait ton bain nordique d'ailleurs ce matin ou pas? Ouais, avec Raphaël. Et avec Clémence. Tu sais qui fait Génération Do It Yourself. Clémence Lepic? Ouais. Très bien, je le connais très bien. Et non, c'était très agréable. Ah ouais, mais tu fais ça régulièrement maintenant? Je fais ça, c'est mon 3e bain froid. Ouais. Donc je le fais dès que j'en ai l'opportunité. J'ai pas encore intégré ça dans une routine systématique, mais dès que je suis libre et qu'un bain froid s'organise, on peut compter sur moi. Donc on embrasse Caroline Arditi qui fait ça, ce Ice Club à Paris, Paris Ice Club. Et c'est l'idée, en fait, c'est la méthode Wim Hof. Ouais. Donc, tu te plonges dans un bain de glaçons qui est à entre 0 et 2 degrés. Après avoir fait une séance de respiration intense, en fait, c'est ça même le plus intéressant, c'est la séance de respiration normalement, parce que c'est censé te faire un relâchement total du corps via de l'hyperoxygénation, parce que moi j'en ai déjà fait, donc je vois bien le truc. Et après, tu te plonges dans le bain de glaçons parce que ton corps s'est naturellement réchauffé et donc tu vas faire cette espèce de choc qui est censé avoir des propriétés régénératrices et puis surtout de te réveiller le matin, quoi. Moi, j'ai trouvé. Ouais, ça te donne de la dopamine, donc ça te met en pleine forme pour attaquer la journée, voire la semaine. Donc non, tu le sens les effets longtemps après. Donc je trouve ça très, très positif comme effet après le bain. Ouais, c'est une expérience à faire en tout cas. Allez voir Caroline. Ouais. Mais et c'est vrai que moi, par contre, je me souviens qu'une fois ou deux, j'ai eu un gros coup de barre en début d'après-midi. C'est quand même, ça coûte, enfin, tu vois, ça te donne beaucoup d'énergie au début, mais après, t'as quand même ça a aussi consommé, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que c'est pas évident. C'est une saine fatigue. Je pense que c'est comme quand tu fais une bonne séance de sport, tu vois, la fatigue qui peut arriver derrière. Moi, je pense qu'elle est quand même, c'est que t'as pris soin de ton corps et qui s'est donné, quoi. Donc, c'est très bien. Ouais, tu as raison. Écoute, je vais en profiter pour te présenter, mon cher Cyril. Très bien. Puisque maintenant, c'est ma nouvelle technique. J'écris quelques notes sur mon invité pour éviter de parler tout seul. Okay. Avant, tout le monde me disait, mais attends, c'est super ton épisode, mais par contre, je ne sais pas qui est cette personne. J'ai dû regarder à côté, alors que je faisais une petite présentation avant l'épisode. Donc maintenant, je vais la faire en live, et comme ça va nous permettre un peu de teaser les thèmes qu'on va aborder ensemble. Parfait. Donc, alors, les clubs de boxe, ça sonne testostérone, sueur rance et salle bondée. Mais Cyril Durand, toi donc, a réussi à faire des siens un univers chic et mixte en 10 ans, 11 ans même. Donc toi, tu as fait tout pour faire une carrière brillante dans l'immobilier. Donc tu as fait HEC, Sciences Po, puis après tu as rejoint Unibail, qui est le géant de l'immobilier commercial. Tu as été associé d'un cabinet de conseil prestigieux dans ce secteur-là aussi, que tu as quitté. Et donc tu avais un bon salaire, j'imagine, du confort qui vont avec tous ces postes-là. Mais toi, tu es épris de boxe depuis tout petit. Et tu en avais marre des salles surchauffées où tu n'es rien si tu veux pas devenir le prochain Mike Tyson. C'est vrai que moi, j'en ai fait des salles à Paris assez sordides quand même, avant de faire le Temple, parce que j'étais moi-même client et j'ai adoré. Donc toi, tu rêves de faire découvrir la boxe au plus grand nombre.
et tu as tout quitté pour imaginer des salles magnifiques en plein Paris. Aujourd'hui, c'est des rings olympiques modernes, donc effectivement, ils sont impeccables, ils sont hyper classe, il faut aller voir pour le croire. Il y a aussi un sauna et des vestiaires dignes de la Rome antique. Hein, on a plaisir presque autant à aller au vestiaire que sur le ring. Et puis des sacs de cuir qui sont de grande qualité. Aujourd'hui, il y en a combien ? 5. 5 clubs. 5 clubs à Paris. Voilà, et donc tu as créé ton premier club à Palais Royal, que tu avais transformé, que c'était un local commercial à la base. Et puis tu as convaincu un entraîneur de la fédération de boxe en fait, de te rejoindre, c'est ça, hein ? Ouais, on a commencé. Les coachs du Temple sont tous de vrais boxeurs. Donc ils ont tous eu un parcours de compétiteur ou de coach de compétiteur. Et donc Jérémy, qui était au début de l'aventure, lui était à la fois compétiteur, coach et cadre à la Fédération française de boxe. Ok. Donc effectivement, ils ont tous des parcours assez impressionnants. Et donc surtout, ce qui est impressionnant sur le plan entrepreneurial, c'est que tu as fait cette aventure depuis 11 ans sans lever 1 euro. Donc c'est vraiment une boîte bootstrap, autofinancée, indépendante, dont tu possèdes quasiment tout le capital aujourd'hui. Donc tu es capable de te projeter sur le très long terme et puis d'imaginer ce monde comme tu l'entends. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus de 100 coachs, c'est ça dans le... 120 coachs. 120 coachs. Ouais. 120 coachs, tous boxeurs. Ça, je pense que c'est important dans l'identité, c'est que c'est une équipe dont je suis hyper fier, qui force l'admiration, parce que ce sont des personnes qui ont des parcours souvent chahutés. Quand tu as décidé de consacrer ta vie à la boxe, c'est quand même... Il y a des raisons pour ça, de décider de consacrer ta vie au combat. Et donc des parcours parfois difficiles. Et aujourd'hui, ils ont une expertise très forte. Mais s'ils sont au Temple, c'est qu'ils ont aussi la générosité pour la partager. Et donc, en fait, quand quelqu'un d'aussi authentique qu'un coach de boxe d'élite partage son savoir-faire avec quelqu'un qui, pour la plupart du temps, débute la boxe, pour moi, on voit le magnifique. C'est extraordinaire, cette rencontre entre la curiosité de quelqu'un qui se dit « Et si j'essayais la boxe ?» et qui va tout de suite avoir la chance d'être avec un immense expert qui sait très bien de quoi il parle et qui va lui transmettre avec, j'ai envie de dire, beaucoup de bienveillance, sans quoi ça ne marcherait pas. Donc c'est vraiment, ça c'est un truc hyper fort, je pense, dans le concept du Temple. Cette authenticité rendue accessible. Ouais, c'est vrai, je peux témoigner, les coachs sont toujours d'excellents niveaux, ils ont des parcours de vie, ça je sais pas, on va en parler, c'est intéressant, mais j'imagine aussi parfois un peu bousculés, et pour le coup une vraie intelligence humaine, ils sont aux petits soins, enfin c'est assez impressionnant de vivre ça. Ouais. Du coup aujourd'hui bon, voilà, maintenant qu'on te connaît mieux, on va parler de ça, on va parler de pourquoi tu as eu tu vois, cette transition, comment on quitte un monde confortable avec de l'argent, avec une carrière bien rodée pour se lancer dans l'entrepreneuriat et puis particulièrement dans la boxe, d'où ça te vient cette énergie. J'aimerais bien aussi questionner le rapport entre la boxe et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie ? Qu'est-ce que ça vient réparer chez toi ? Qu'est-ce que ça peut amener aux gens en fait de manière générale ? Et puis parler aussi d'entrepreneuriat, puisque ton aventure est bootstrap autofinancée, donc il y a plein de choses à aller découvrir là-dedans pour comprendre tes moteurs, comment tu réfléchis, où est-ce que tu vas, etc. Excellent programme, bravo. Bon. C'est super. Génial, génial. Je te pose ma première question, évidemment. C'est quand la dernière fois, Cyril, que tu t'es senti à poil et sans filet ? Alors c'est une question, j'étais sûr que tu me la poserais, et quand même dans ma vie, je suis plutôt quelqu'un qui cherche à ce que cette situation ne m'arrive pas. Donc je contrôle, je m'organise pour être acteur de ce qui m'arrive. Et j'ai une anecdote à partager avec toi. J'étais avec donc j'ai 3 fils, et j'étais avec 2 d'entre eux, et je traverse la rue de Rivoli récemment, où il y a quand même beaucoup de vélos, et donc je suis très précautionneux. Et là, j'ai un vélo qui me roule quasiment dessus. Et donc j'ai mis une tape éducative, tu vois, un peu de contestation sur le cycliste qui me bousculait un peu en passant. Et en traversant, j'entends un peu de bruit. Et en me retournant, je me rends compte que c'était vraiment une très mauvaise pioche, parce que c'était en fait une bande à vélo de 5 personnes qui allait certainement pas laisser cet affront sans conséquence. Donc comme je suis avec mes 2 garçons qui sont tout petits... Ils ont quel âge ? Alors c'était 3 et 7 ans. Okay. Donc on avance, et donc dans une petite ruelle, je vois qu'ils font demi-tour et qu'ils viennent vers moi pour dire que c'est pas possible que ce soit passé. Donc je me sens à poil parce que je m'en veux terriblement.
tu vois, il faut pas faire ça. Il faut jamais avoir une atteinte physique à quelqu'un. Donc c'est un grand sentiment de culpabilité. Je me dis, j'ai déconné, tu vois. Et s'enfiler parce que je maîtrise pas les conséquences, tu vois. Là, on est en situation où je sais qu'en face de moi, j'ai un niveau de combativité élevé, tu vois. Donc les conséquences peuvent être graves. Et donc ça s'est bien fini, je te rassure, mais je me suis senti à poil et sans filet pendant un petit moment dans cette situation. En fait, j'ai répondu. En fait, tu sais, il y avait celui qui avait été touché, qui était en première ligne. Donc je lui ai dit, tu sais que j'ai pas tapé fort. Et quand on me roule dessus et que je suis avec mes enfants, tu comprends que je dois faire quelque chose. Donc il y a eu un blanc, puis ils sont partis. Voilà. Mais tu vois, donc c'est une sacrée leçon. Parce que justement, là, c'était une forme de perte de contrôle. Paradoxale dans mon quotidien et dans la façon dont je souhaite gouverner ma vie. Et qui est une bonne leçon et que je partage avec tout le monde. C'est que l'urbanité est parfois hostile et chahutante. Il faut garder le contrôle. C'est très important. Ouais, c'est une belle anecdote. C'est une belle anecdote. Et puis, c'est vrai que je pense que le fait d'être avec ses enfants à soi, je pense que c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'invités ont répondu, tu vois, ce que me disait Mathieu Stéphanie, qui est l'autre qui a répondu d'ailleurs à cette question, qu'il ne se sentait pas tellement à poil parce qu'il a une capacité effectivement, à contrôler, à se baquer sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial pour être toujours un peu safe. Il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça, puis il y en a d'autres qui sont un peu tout le temps à poil. Mais lui me disait qu'effectivement c'était surtout lié au sujet lié aux enfants en fait, ou la santé, ou des... Alors toi c'est carrément une... Ouais, t'embarques une responsabilité qui te dépasse. Et donc, ouais, je pense que c'est quand c'est toi qui contrôles, en fait, je pense que les entrepreneurs, on est dimensionnés et programmés pour prendre du risque. En fait, c'est ça. Donc, en fait, être sans filet, en fait, il y a des filets et tu sais quand tu passes dans un passage sans filet. Tu vois, c'est quelque chose qui fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Parfois, c'est des filets, c'est des prises de risques non souhaitées. Et là, je pense que c'est souvent quand ça dépend d'un tiers. Quand même. Voilà. Bien sûr. Est-ce que tu crois que la boxe, le Cyril d'avant, avant de faire de la boxe, il aurait tapé sur le mec avant avec ses enfants, ou est-ce que tu vois le fait d'avoir fait des sports de combat, ça te donne une forme de confiance, de sérénité qui fait qu'il y a pas mal de gens comme ça qui sont des grands combattants, des boxe thaï, de MMA, qui vont te dire moi j'ai pas besoin de m'énerver, ou je suis toujours très très posé dans ma vie parce que je sais ce que je suis capable de faire, et donc je cherche pas l'embrouille parce que voilà, tu dis à mon avis ce qui est le plus important, c'est que la pratique des sports de combat, en tout cas moi, celle que je défends, celle qu'on promeut au temple, c'est celle d'augmenter la capacité qu'on a à gérer ses émotions, à avoir du contrôle sur soi. En fait, la colère ne te rend pas bon en sport de combat. C'est justement la lucidité, la confiance, la maîtrise qui te rend capable de gagner un affrontement. Donc, tu vois, par exemple, quand moi je parle souvent, je suis le premier ambassadeur du temple et je recommande à tout le monde de venir boxer avec nous. Quelqu'un qui aurait un penchant bagarreur ne m'intéresse pas du tout. En fait, nous, on n'est pas là pour cultiver quelqu'un qui serait belliqueux, qui aime un peu provoquer. Nous, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai une aversion totale pour la violence, ou quelqu'un qui me confie à, je ne sais même pas si je saurais porter un coup sur un sac, tellement cette expérience m'est étrangère. C'est cette personne-là qui m'intéresse souvent le plus, parce que l'effet de levier que va avoir la découverte de la boxe et la pratique de ce sport va être extraordinaire. Donc moi, là où je te dis, et puis je suis en pleine humilité, c'est que j'ai vraiment déconné, parce que normalement, pour moi qui boxe régulièrement, j'aurais jamais dû faire ça. Tu vois. Et donc c'est pour ça que se sentir à poil, c'est sans vouloir. Tu vois, c'est se dire, ça, c'est pas bien. Voilà. Et il y a un sentiment de t'es pas très fier de toi. Tu vois. Et je pense que la boxe, elle renforce ta capacité à éviter ce genre de situation. Donc, tu t'es déjà battu dans la rue, toi, du coup ? Pas que je me souvienne, ouais. Ok, donc justement, c'est le côté plutôt... Parce que c'est vrai, alors, pour te connaître, t'es quelqu'un de très posé, hein, t'es quelqu'un de très calme, en fait, de manière générale. Ouais. Et puis c'est une discipline, je pense que c'est une lucidité. Je pense que la violence ne résout rien, elle n'est jamais souhaitable. Tu vois, il y a un dicton dans les sports de combat qui dit un combat évité est un combat gagné.
Donc, c'est vraiment ça la ligne de conduite, c'est la pratique de la boxe ne développe et ne doit absolument pas développer tes penchants belliqueux. Ce serait terrible. Et puis tous les enseignants de profs de combat te diront que la technique numéro 1 dans un combat de russe, c'est la fuite. Hein. Ouais, exactement. exactement. Ouais. Si le mec a un couteau ou s'il est juste taré, enfin tu vois. Ouais. Puis la boxe, elle va te donner quand même des armes pour te défendre, qui est pour moi une grande lucidité sur ça. Tu vois, le fait de prendre conscience que l'affrontement, c'est toujours dangereux. Et je pense quand tu boxes, il y a vraiment une pleine conscience de l'ici et maintenant, c'est-à-dire que tu es dans la pratique, tu n'es pas sur ton téléphone, tu n'es pas en train d'écouter de la musique, ni un podcast, tu es vraiment avec toi-même, avec ton corps et avec ton esprit pour le guider. Et ça, en fait, de cultiver ça, ça te rend présent à ton environnement. Donc moi, je pense que la première des défenses, c'est d'être très attentif à son environnement, déjà. Et ensuite, d'avoir une forme de lucidité sur ce dont on est capable et de la confiance en soi. Parce que tu vois, dans la plupart des interactions, en fait, la confiance en soi permet d'avoir des mots mesurés, justes, qui permettent de sortir de toute situation. Tu vois. Et ça, donc, en fait, la boxe, plus que finalement la technique sportive, c'est pour moi un formidable outil de développement personnel pour devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est ça qui me drive, moi, dans cette aventure. Comment ça t'est venu, cet amour de la boxe ? Ça m'est venu parce que... alors, pour corriger, tu vois, ce que tu disais, moi, j'ai pas commencé la boxe très jeune. Mon profil, c'est plutôt celui, si je devais mettre un terme, celui d'un intello. Tiens, moi, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu, j'étais un enfant très cérébral, très analytique. Et c'est parce que j'ai pris conscience à un moment dans ma vie que je n'avais pas exploré le champ du corps, et qui pour moi était le climax du corps, c'est le combat, c'était la boxe. Donc j'y suis allé par challenge personnel, de me dire je vais aller dans les sports de combat parce que ça ne me ressemble pas du tout. Voilà. Et en fait, cette exploration m'a tout de suite séduit. Tu vois, moi, dans les clubs dans lesquels j'ai pratiqué au départ, j'étais le seul qui était dans les vestiaires qui était en costume cravate au début de ma vie professionnelle. Moi, j'étais en exploration. J'étais pas le profil type. Et j'adorais ça. Justement, cette espèce de décalage. Je me disais, là, au moins, j'explore, je me découvre, je vais plus loin dans la compréhension d'un champ que je maîtrise pas. Mais il est venu comment le déclic ? Il y a bien un jour où tu t'es dit, je vais pousser la porte d'une salle de boxe. Ouais, je pense que c'est... alors, te donner l'élément précis, c'est... je pense qu'à un moment, quand même la boxe, elle est toujours présente dans ta vie, de par... tu vois, il y a le cinéma, il y a des héros, et donc on est bercé par des images un peu d'Épinal de l'homme total, c'est le héros, tu vois, on parlait de masculinité tout à l'heure, c'est celui qui a de l'argent, qui a du pouvoir, qui est intelligent et qui sait se battre. Tu vois, il y a une espèce de complétude comme ça qui est recherchée. Et moi, je suis très nourri par l'idée de progrès. Moi, je veux toujours essayer d'être meilleur. Et donc, j'étais assez lucide sur le fait que ça, c'était quelque chose que je n'avais pas. Donc, à un moment, tu prends ton courage à deux mains et tu pousses les portes d'une salle de boxe. Et souvent, je vais te dire, l'expérience qu'on a au temple, c'est qu'il y a deux profils de personnes qui nous rejoignent. Il y a des grands leaders, des personnes qui ont déjà une très grande confiance en elles, des personnes qui peuvent avoir du caractère et qui se disent « j'en veux encore plus ». Et donc la boxe va être un véhicule pour devenir encore plus fort. Moi, je pense à Sam Golshani, qui est un partenaire de White & Case, un gros cabinet d'avocats américain. Lui, tu vois, il a une réputation, c'est un des meilleurs avocats de la place sur un plan mondial. Il boxe pour être encore plus fort. Donc, il est redoutable dans les dossiers qu'il mène et il est redoutable sur le ring. Oui, c'est des hyper performants. C'est des hyper performants. Ouais. Voilà. Et tu as aussi, et ils sont nombreux et elles sont nombreuses, des personnes qui sortent d'une épreuve et qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Donc, ça peut être après une rupture sentimentale. Tu as quelqu'un qui, tout à coup, a un vide dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui a un burn-out professionnel. Ça, c'est très fréquent. Quelqu'un où, tu vois, le sens qu'il pouvait trouver dans son travail s'effondre et qui a besoin de se reconstruire. Et bien, la boxe, qui a la réputation d'être un des sports les plus difficiles, les plus exigeants, en fait, justement, dans ce sursaut d'orgueil, dans ce sursaut, tu vois, de reconstruction, tu dis, je vais aller,
Tu dis pas, bon, allez, je vais aller courir 15 minutes sur les quais, tu vois, dans cette situation-là. Tu dis, je vais aller me reprouver à moi-même que j'en suis capable. Et nous, on a construit un concept qui rend cette décision beaucoup plus facile que celle que moi j'avais prise il y a quelques années. Parce que nous, on est paramétré, on a tout pensé pour accueillir quelqu'un qui n'a jamais boxé. Et pour rendre cette expérience désirable, hyper sympa, et tout en gardant tu vois, la substance scientifique moelle ça te transforme. Je pense qu'en même temps, c'est vrai que c'est... même si effectivement l'image du club de boxe est plutôt celle du, tu vois, un truc avec que des mecs, où ça sent pas très bon, les coachs sont assez durs, il y a trop de gens sur les rings, voilà, ce qui est l'inverse un peu de ton expérience. Mais néanmoins, je pense que dans tous les clubs de boxe, il y a cette idée de différents niveaux, de cohabitation entre différents profils qui commencent, qui débutent, qui ont un rêve, et puis ceux qui sont déjà avancés et qui font un peu plus rêver les autres, quoi. Ouais, t'as ça. En fait, quand même, au départ, la plupart des clubs de boxe, leur projet sportif, c'est de produire des compétiteurs performants. Donc, tu as une logique de détection et d'accompagnement vers la compétition. Au Temple, on a décidé de sortir de ce paradigme pour se concentrer exclusivement sur l'expérience. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau de départ, tu peux arriver, être en surpoids, sentir un peu le tabac, et avoir 50 ans, n'avoir jamais boxé, tu seras accueilli comme chaque membre, c'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'estime. C'est-à-dire qu'on va te prendre au sérieux pour t'accompagner dans un parcours sportif qui va te permettre de te dépasser. Donc c'est avec un immense respect. Et c'est le respect de l'intention première qui est que tu t'es mis en mouvement, tu vois, t'es sorti et t'as dit ok, moi j'essaye la boxe. Tous les boxeurs sont respectueux de quelqu'un qui franchit les portes d'un club de boxe. Ils savent tout ce que ça veut dire, et donc quelqu'un qui commence, on est d'autant plus admiratif. On sait que c'est difficile. C'est pas, voilà. C'est beaucoup plus engageant. Et on partage tous, il y a beaucoup de témoignages de membres qui disent que la boxe leur a sauvé la vie. Et la boxe pratiquée en loisir, c'est-à-dire 2 fois par semaine, ça les a beaucoup aidés dans des situations. Et alors moi, je vais te raconter une anecdote là-dessus, comme ça moi. Mais c'est une anecdote un peu radicale, mais que tous les coachs partagent et que je pense que la plupart des membres du Temple partagent aussi. Nous, on est convaincus du pouvoir comme ça de sauver de la boxe. Et donc, on voulait le pousser. Nous, on est un club chic, parisien, avec des super adresses. Tu peux préciser des vestiaires top, une communauté avec beaucoup de chefs d'entreprise. Donc, ça va. Oui, quasiment, c'est un club de network. Ouais, il y a de ça. J'ai déjà rencontré des gens intéressants dans le sauna, quoi. Ouais. Ah bah, ça fait partie des motivations, c'est d'être dans un entre-soi où tu fais des belles rencontres. La boxe, il y a une dimension de convivialité et il y a une dimension humaine très très forte. Tu vois, quand tu cours, tu es un peu seul. Là, en boxe, tu es dans un groupe. Ça discute, il y a du rire, il y a une forte complicité et qui se prolonge dans le vestiaire, dans le sauna. Mais tu vois, nous, on voulait aller hyper loin. Et donc, porté par une envie un peu philanthropique, moi, je voulais aider des personnes en grande situation de vulnérabilité à se reconstruire par la boxe. Et je rencontre Rada Hatem, qui est la patronne de la Maison des Femmes. Et je lui dis, moi, je voudrais faire quelque chose pour les femmes avec la boxe. Et elle me dit, va voir la Voie Lactée. C'est une crèche qui se trouve dans le 94, où ils accueillent les enfants d'une vingtaine de femmes qui ont eu leur enfant dans des circonstances épouvantables. Donc, je te fais pas le... Bien sûr. Tu vois, donc, elles sont accompagnées par un psychologue, par une assistante sociale. Tu vois, il faut les réconcilier avec leur corps, les réconcilier avec même apprendre à faire à manger, apprendre à faire le ménage chez elles. Enfin, c'est vraiment un accompagnement admirable, tu vois, de cette association pour les remettre en selle. Et il n'y a pas de sport. Je me dis, c'est dingue. Donc, je dis, nous, on offre le sport. Donc, on a missionné un coach. On a réussi à avoir un créneau dans un club juste à côté de cette crèche. Et donc, les femmes venaient s'entraîner, mais pas pour faire des championnes. Et pas, comme certains pourraient l'imaginer, pas pour qu'elles apprennent à se défendre. Juste pour passer un bon moment. Mais un moment, pas qui te divertit, un moment qui t'élève. Et quand on y allait, on était tous hyper émus de voir ces femmes quand même, que la vie a chahuté de façon... injuste, tu te dis merde, c'est dingue que ça arrive. Et là, se marrer à taper sur les sacs, à être attentive à la gestuelle, parce que le coach est un super prof de boxe, donc il leur enseigne, il leur transmet quelque chose. Pour la plupart, ils n'avaient pas fait de sport depuis des années. C'était beau. Tiens, moi ça m'a comblé de... je me suis dit, c'est ça la mission de la boxe, tu vois. Là, on fait quelque chose de très très bien.
Et à différentes échelles, tu vas avoir des personnes à qui la boxe va jouer ce rôle, euh, une dynamique qui t'élève. Donc tu vois, par exemple, j'adore Thierry Marx, qui est membre du Temple. Lui, son leitmotiv, cuisinier, un grand chef, tu vois, il a une activité, il passe à la radio, à la télé, chef il étoilé, a plein d'affaires à Paris. Moi, j'ai une admiration immense pour lui. Et il dit, je n'ai pas le temps de ne pas faire de boxe. En fait, la boxe, pour lui, c'est un accélérateur de projets, ça le rend plus performant. Génial. Alors, la plupart des gens te répondent, ouais, j'aimerais bien faire du sport, mais j'ai pas le temps. Lui, qui doit être la personne la plus bookée de Paris, il te dit que lui, c'est ça qui lui permet d'être aussi actif. Et puis tu vas voir quelqu'un de l'autre côté qui sort d'une addiction, mais qui à un moment s'est dit, tu vois, j'y vais, je vais essayer. Et ça, cette intention initiale, il faut en prendre. Pour moi, il faut lui accorder beaucoup d'estime. Et après, c'est notre taf, là, ça, de faire que chaque étape, chaque découverte soit un encouragement à continuer. Je trouve ça très émouvant et j'aime bien cette idée qu'effectivement la boxe permette à chacun de progresser, tu vois, d'aller chercher chercher des limites qu'on se met tous, des peurs, des craintes. C'est vrai que moi j'ai commencé la boxe quand j'y pense d'une période où tu vois j'étais en transition, j'étais entre Rouen et Paris, j'habitais un petit peu à Rouen à ce moment-là. C'était le démarrage de ma relation, c'était compliqué. Il y avait plein de choses dans ma vie qui se passaient qui étaient pas simples et j'ai commencé avec ce prof de boxe dans une salle pour le coup assez puante dans une vieille ruelle à Rouen, un type qui était un malgache ancien SDF qui est devenu champion de France après de boxe thaï, tu vois. Excellent. Et qui m'a appris d'abord il me faisait sauter sur un foutu pneu pendant genre 10-15 minutes et t'as un mal de chien au mollet quand tu fais ça, c'est horrible parce qu'il voulait juste que j'apprenne à accepter la douleur, que j'apprenne à me dépasser, quoi. Et après, tu descendais d'une espèce de dojo qui puait en dessous, dans une espèce de sous-sol surchauffé. Et tu tapais dans le sac pendant pareil 10 minutes avant qu'il accepte de revenir. Enfin, c'était vraiment comme dans un film, quoi. Mais ça m'avait tellement bouleversé, quoi. À la fois le parcours de vie d'un mec que tu rencontrerais jamais, à qui tu parles jamais quand tu es un peu dans ta petite bulle parisienne ou dans tes métiers. Et donc, qui a une histoire de vie, parce qu'il sort de la rue, lui, carrément. Et du coup, il a une dureté forte et en même temps une envie de te transmettre et de te pousser. Qui sait que moi je me dis, mais en fait, arrête de te plaindre, quoi, tu vois, va chercher quelque chose, va te bouger. Et c'est vrai que la boxe, c'est très beau pour ça, quoi. Ouais, la porte. Alors tu vois, c'est génial que tu parles de ton expérience à Rouen, parce que souvent, l'image d'Épinal d'un club de boxe, c'est un club qui sent mauvais, un peu avec des durs. Tu as des pratiquants qui sont hostiles. Et donc se pose la question parfois de dire, mais le Temple, qui a une image avec des vestiaires haut de gamme, et qui est fréquenté par des cols blancs, est-ce que c'est un vrai club de boxe ? La réponse est oui. Parce que toutes les personnes qui sont membres boxent. La boxe avec beaucoup de sincérité. C'est que si tu veux mettre la boxe dans ton quotidien, donc venir, on va dire, 2 fois par semaine, c'est à peu près la moyenne de fréquentation des membres, tu peux pas, en fait, à Paris, avoir des vestiaires insalubres. Tu es obligé de pouvoir qu'on te prête la serviette, que les vestiaires soient nickel, pour pouvoir enchaîner sur un dîner, pour pouvoir enchaîner sur retourner au travail. Tu vois, donc en fait, pour moi, les conditions, le confort qu'on offre à nos membres, c'est la condition pour qu'ils puissent pratiquer régulièrement. Tu vois. Et d'ailleurs, tous nos coachs qui pratiquent parfois, même souvent dans des clubs beaucoup moins luxueux, confortables, ils vont pas du tout te dire que ça impacte l'authenticité de l'enseignement. Oui, mais tu as déjà un dépassement par la pratique, donc tu n'as pas besoin en plus d'un dépassement par l'environnement. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est un peu dégueu, quoi. Et ensuite, ça dépend du profil du coach. Quand même, nous, on a une attention très forte à la légitimité du coach, qui doit être un vrai boxeur, un vrai combattant. Ça signifie beaucoup de choses en termes énergétiques, en termes de légitimité, c'est-à-dire de connaissance technique, de compréhension de ce que ça veut dire, la tactique pugilistique, etc. Et les membres qui sont exigeants, hein. Ils savent très bien s'ils ont affaire à quelqu'un de sérieux ou pas, quand ils vont dans un restaurant, dans un salon de massage ou dans une salle de sport. Ils ont cette exigence. Il faut répondre à cette exigence par de l'excellence pédagogique. Il faut quelqu'un qui te fasse un enseignement très sérieux. Et ça, c'est pour moi c'est ça qui est génial, c'est que il faut avoir cette humilité de se dire comment est-ce qu'on progresse, de toujours se remettre en cause pour rester à la pointe de l'enseignement de la boxe pour un public exigeant déjà, ouais. Exigeant et varié.
Tout le monde n'arrive pas avec le même point de départ. Et nous, on se fait la promesse que tout le monde est le bienvenu. Ça, c'est très important. C'est vrai, ça se sent. Et tu parles de cette exigence, tu parles aussi tout à l'heure de ton obsession de devenir meilleur, Ouais. qui est quelque chose d'assez commun, en effet, chez les entrepreneurs, mais aussi dans le public que tu accueilles, c'est-à-dire dans les gens qui ont une ambition professionnelle, quelle qu'elle soit, tu vois, qui ont envie de se pousser, et qui est très fréquente à Paris, en fait. Qu'est-ce que... Tu vois, le revers de la médaille de ça, je trouve parfois chez les dirigeants, c'est que c'est cette espèce d'ultra pression, tu vois, d'incapacité à être satisfait, d'incapacité à être fier de soi, parfois même une forme de violence intérieure, tu vois, des injonctions il faut être fort, il faut être performant, faut être efficace tout le temps, tu vois, qui peut mener, tu vois, je pense à quelqu'un qu'on connaît, qu'on embrasse, hein, qui est une entrepreneur qui est en plein burn-out en ce moment parce que ça fait des années qu'elle refuse de voir le fait qu'elle est pas au bon endroit, c'est quelqu'un d'hyper créatif et elle fait de la finance dans sa boîte et les opérations. Et en fait, elle se perd, tu vois. Tu sais quelle décision elle a prise récemment? De se mettre à la boxe? Ouais. Ah oui, mais elle m'a dit. Ouais, d'accord. Il a Et réponse ça se à passe tout. très bien. Il est trop fort. Ah, on est là. Mais tu On vois, est là comment pour ça. Non, mais comment c'est tu vois sûr. ça? Comment tu vois ça, toi? Déjà pour toi. Et bah, Ça va jusqu'où d'être moi, je le meilleur? vois différemment. Parce que pour moi, ton podcast, il adresse aussi le sujet de la vulnérabilité. Tu vois, comment est-ce que tu... Eh ben, pour moi, le contraire de chercher à être meilleur, c'est se trouver des excuses et chercher des justifications. Et il y a des environnements où, en fait, à partir du moment où tu racontes bien l'histoire, ça passe. Alors que je pense que... Enfin, moi, mon projet personnel, c'est de regarder la réalité en face. C'est d'accepter d'être vulnérable parfois, d'accepter de s'être trompé. Et en fait, c'est un peu comme sur le ring, qui est un exercice que tous les membres ne font pas, mais on essaye quand même de les amener avec des cours ultra débutants, avec des coups qui sont pas appuyés, mais parce que le vrai challenge, la difficulté, c'est que c'est toujours inconfortable, toujours, quel que soit ton niveau, de monter sur le ring. Tu t'y habitues jamais. Et ben, je pense que c'est pareil, en fait, plus tu cultives cette volonté de regarder la réalité en face, d'être en lucidité sur qui tu es, moins c'est grave, en fait, quand même. Tu vois, cette pression, là, on me dit, moi, je pense que au contraire, je pense que si tu veux avoir un projet de vie qui te corresponde, il faut avoir l'humilité de se regarder droit tel qu'on est. Et il faut même se remettre en question. Moi, je pense que ça s'organise, ça, avec un coach, avec une famille bienveillante qui accueille même tes travers, mais avec le projet de progresser. Tu vois, pas avec le projet d'auto-justifier ou de raconter que c'est comme pour ça que... Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui... moi, j'ai fait un combat, par exemple, de boxe. Dans le monde de la boxe, un des travers, c'est que comme c'est à l'appréciation des juges, le résultat d'un combat, très souvent, les combats sont déséquilibrés et il y a souvent une contestation du résultat. Donc tu vois, quelqu'un qui a perdu son combat va te dire « Ouais, mais en fait, j'aurais dû gagner. » Tu vois, tu peux avoir cette justification-là. Moi, quand j'ai fait mon combat, ce que je voulais, c'était affronter un adversaire difficile, enfin, en tout cas de mon niveau, pour savoir où j'en étais. Tu vois. Donc j'ai perdu mon combat. Et ben tu vois, je ne suis pas en train de ruminer, ni je me trouve aucune justification. Il était meilleur que moi et j'ai bien boxé. Tu vois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, je ne cherche pas de justification et je suis content d'avoir fait cette épreuve pour être meilleur aujourd'hui. Parce que j'ai appris plein de choses dans cette épreuve. J'espère que ça répond à ta question. Oui, parce que pour moi, la quête d'être meilleur, en fait, c'est sûr que si tu te racontes des histoires, tu vas un peu t'égarer, tu vas te mettre trop de pression au mauvais endroit, etc. Mais si ton projet d'être meilleur, c'est un projet d'abord de lucidité et ensuite de passage à l'action, en fait, c'est au contraire, moi je trouve que c'est mes plus grandes joies successives, les progrès que tu peux réaliser. Et c'est un projet que je souhaite à tout le monde. Je pense que dans l'estime, moi en tant que chef d'entreprise, tu vois, j'ai une équipe d'une 40aine de salariés, et puis on disait 120 coachs. Moi, ma conviction, ma croyance fondamentale, c'est que tout le monde peut progresser. Et donc, on a comme colonne vertébrale managériale de la formation dans l'entreprise. Moi, je souhaite à tout le monde d'être lucide par rapport à ses capacités et de se prendre en main pour progresser. Et ça, pour moi, c'est un respect initial. Je dis, je crois que tu es capable.
à partir du moment où tu te mets en mouvement. Tu vois. Je- Et n'importe qui franchit un club de boxe, tu vois, il est en surpoids, peu importe, où il a jamais fait. Je crois que tu vas pouvoir progresser. Non, mais je sens effectivement, en tout cas, c'est chez toi, c'est quelque chose de très fort. En tout cas, d'emmener les gens vers plus loin, vers progrès, c'est très bien. J'aimerais bien revenir aussi sur tu vois, les débuts du temple, Ouais. parce que justement, on parle de comment tu progresses. Donc, comment tu as démarré, c'est toujours une période où tu es plus vulnérable, où tu es plus en difficulté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça a commencé? Et peut-être même avec un sujet qui m'est venu, je me suis Mm. dit, tu vois, je parlais avec Alain Garnier, qui est un entrepreneur du numérique Ouais. pendant 30 ans, et lui, il a une maman qui est instite, et puis son papa qui est, je sais plus ce qu'il faisait, même, enfin en tout cas pas du tout entrepreneur, et puis surtout d'une famille même carrément pauvre, tu vois, Mm. et où l'argent, il m'a dit, l'argent c'est sale. Et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai dû lutter contre ça, quoi. J'ai dû lutter contre cette espèce d'ancrage qui était très difficile pour moi. Et toi, je me dis, tu as fait Sciences Po, HEC, tu étais dans un cabinet de conseil confortable. Je sais pas exactement de quel environnement tu viens, mais j'imagine qu'il y a eu quand même des. Tu as dû lutter contre certains préjugés, ou certains ouais, Mm. jugements, quoi, dans le fait de tout plaquer pour te mettre à faire des clubs de boxe. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus un peu là-dessus? Oui, alors, tu sais que moi je suis très heureux et très fier d'avoir construit le temple. Donc, et heureusement que je ne suis pas resté cadre dans l'immobilier, tu vois. Aujourd'hui, j'ai le dream job, hein. Moi, je suis à ma place, 100%. Donc, je pense que c'est important de se dire ça. Et je pense que je l'ai intuité quelque part quand j'ai créé le temple. Tu vois, l'histoire, elle se raconte toujours a posteriori. Mais il y a des espèces de dynamiques. Moi, le point de départ, j'ai toujours été ambitieux professionnellement. Tu vois, je voulais avoir une carrière qui marche bien. Et tu vois, mes parents, c'est le contraire. Je pense qu'ils avaient le souci, ils me disaient, ah, tu travailles trop. Tu vois, moi, quand je bossais chez Nibai, je bossais très très tard. J'arrivais tôt au bureau, j'ai retourné le week-end. J'avais une intensité de travail très très soutenue et j'adorais ça. J'ai eu cette époque de travail corporate où j'ai énormément appris, j'avais une estime énorme pour mes managers et mes dirigeants. Donc je m'éclatais. Mais je bossais beaucoup, tu vois. Mais bon, est-ce que tu bosses pas trop? Tu vois, alors c'était il y a quelques années, hein, peut-être que les ambiances changent, mais moi à l'époque, et je voulais réussir. Sauf que la réussite, elle change, tu vois, un moment dans tes perceptions. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire un club de boxe dans lequel tout le monde pourrait découvrir la boxe et la pratiquer comme un vrai sport, d'accord. C'était suite à... bon, il y avait mon expérience personnelle de boxer, où je trouvais ça vraiment génial, et je voyais tout ce qui ne marchait pas. Je voyais des vestiaires, tu vois, qui étaient pas au niveau des Parisiens que je fréquentais, je voyais bien que ça allait poser un problème. Il y a toujours un moment de combat dans les clubs traditionnels, et ça chahute, tu vois, il faut être prêt à prendre un mauvais coup, quand même, tu vois, une équipe pique et tout ça. Et en fait, aux États-Unis, où j'ai fait un voyage à New York, où j'ai découvert plusieurs clubs de boxe, j'ai découvert que ça pouvait être haut de gamme, c'est ce qu'on appelle les white collar boxing gyms. Donc dans les vestiaires, il y avait un portant avec plein de costumes. J'ai découvert qu'on pouvait faire des cours de boxe sans combat. Alors ça, je me suis dit, ah, c'est génial, là, tu vois, beaucoup plus facile. Et fort de cette découverte, je me suis dit, bon, je vais créer un club. Et là, je peux mettre tout Paris à la boxe, avec un concept comme ça. Et j'y pensais de façon obsessionnelle. Je me disais, mais c'est sûr que ça va marcher. J'en étais convaincu. Alors mon environnement, tu as raison, tout le monde était très inquiet. Parce que la boxe, aujourd'hui, il y a eu les médailles d'or au JO, il y a eu un engouement de mode quasiment pour ce phénomène. Mais nous, on était avant ça, donc il y avait plutôt... C'était il y a 12 ans, en fait, il faut se dire. Ouais, C'était c'est en ça. 2013. 2013, on a commencé, ouais. Et puis, alors, projet comme c'est 2013, la signature du bail, c'était dès 2012 que ça m'habitait, c'est sûr. Mais et donc moi, mes amis, qui sont des super performeurs dans le business, ils me disaient, alors déconne pas Cyril, t'es bon dans ce que tu fais, il faut que tu fasses un fonds immobilier, il faut que tu fasses des opérations de marchand de biens. Enfin, ils me disaient, reste dans l'immobilier, t'es reconnu dans ce segment-là, ou ailleurs, mais tu vois, en fait, dans un univers, on va dire, plus connu, plus classique. Et en fait, quand tu bascules presque en mission. Hein, et puis moi, j'avais envie de construire quelque chose, de bâtir un concept dans lequel j'aurais fusionné, c'est ce que j'ai fait, hein, mon identité et mon travail. Comme aujourd'hui, le temple, moi je m'y sens chez moi, c'est un prolongement et c'est quelque chose qui me dépasse aussi. Tu vois, aujourd'hui, je suis au service de son développement. Mais donc tous mes potes à l'époque me disent ne fais pas ça, d'accord. Et puis
potes les plus proches. Hein. Je me souviens, je le salue, Julien, qui est un pote de très longtemps. Lui, lui, j'en parle, c'est un entrepreneur remarquable. Son papa, donc c'est la famille Enodi. Il a créé le groupe Ortec. C'est famille quoi? C'est la famille Enodi qui a créé Ortec, qui est un grand groupe industriel, tu vois, qui fait 1,5 milliard. Donc ils détiennent 100% du capital. C'est une famille géniale. Et donc ils ont joué toujours un rôle pour moi très fort de coaching, d'accompagnement. Mentorat. Ouais, exactement. Et alors ils n'étaient pas trop d'accord avec ça. Mais j'y suis allé, tu vois, malgré tous les conseils. Quoi, tes potes dont la famille était des grands industriels, des entrepreneurs, n'étaient pas d'accord? En fait, j'avais quand même un boulevard pour performer professionnellement dans un secteur qui était à l'époque en plein boom. Hein, tu gagnais combien à l'époque pour se situer à peu près? Tu étais associé d'un cabinet de conseil. C'était quoi les salaires? C'était quoi les... Ouais, mais alors tu sais que ça a très peu d'importance. Parce qu'en fait, tu vois, moi... Aller dans un job pour le salaire, c'est vraiment manquer d'ambition. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu sois dans un job où la pente, c'est-à-dire que les perspectives, soient hyper fortes. Se mettre au chaud dans un truc où tu dis ah ouais, puis en plus t'as... Ah bon, ça c'est mon avis. Oui, c'est pour ça que tu l'as quitté d'ailleurs. C'est que c'était pas une raison suffisante. Moi, j'ai gagné beaucoup moins après, mais ça n'a... Après, il faut pouvoir vivre à Paris, tu vas avoir des loisirs, etc. Mais franchement, la rémunération, je me suis pas dit j'y renonce, hein. Pas un instant. C'était pas ça qui était en jeu. Ce qui était en jeu, c'était est-ce que c'était plus prometteur de créer le temple ou est-ce que c'était plus prometteur en sens plaisir professionnel, éclosion, réalisation professionnelle que d'aller dans... Parce que tu t'éclates aussi, hein, quand tu fais des belles boîtes, tu peux faire plein de choses. Mais là, ce projet me tenait tellement à cœur que je l'ai fait. Voilà. Et j'ai eu la trouille au départ, hein, quand tu ouvres et qu'il n'y a personne. Tu vois, moi, je me souviens, on a ouvert le 1er mai 2014. Et comme c'est un 1er mai, évidemment, personne ne doit travailler, mais donc c'est moi qui ouvrais le club, bah, j'attendais. Est-ce que quelqu'un allait venir? Et magie, ça a marché tout de suite. Ah, parce qu'au début, quand t'as ouvert, t'as transformé ce local commercial, etc., en club de boxe, t'as ouvert les portes, et il y avait quoi? Il y avait de la pub à l'extérieur, c'est ça ou... J'avais, alors à l'époque, c'était un autre monde, parce qu'il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins important. Donc c'était de la presse et des RP, des relations publiques. Paris, ça joue, tu as des personnes qui comptent, il faut qu'elles soient au courant. Donc j'étais accompagné par Marie Schneier, qui est une femme qui a joué un rôle super dans cette aventure. Et donc, on rencontrait des gens pour leur parler de ce projet, des personnes influentes. Et j'ai eu une couverture presse extraordinaire, parce que le projet était tellement panache que tout le monde s'étonnait que ça puisse exister. Donc je pense que j'ai eu tous les JT, tous les quotidiens. Direct, ouais. Dans les mois qui ont suivi. Ouais. Et alors ça rassure tout le monde. Hein. La presse, la notoriété, bien sûr. Tout le monde dit ah ouais, voilà, c'est... Et les premiers membres, c'était le Tout Paris. C'était vraiment Pedro Winter, Anne Touamy, Antoine Decaune. Antoine Decaune. Ouais, toujours là, Antoine, il boxe toujours, ça fait 10 ans qu'il est avec nous. C'est pas vrai. Ouais. Michel Lamy, tout le monde, tous les Parisiens, tu vois, Thierry Marx, ils étaient là. Et ils sont venus. Ils boxent toujours. Ouais. Ils viennent au temple de temps en temps. Ouais. C'est fou, c'est incroyable pour les gens. Et en fait, tu vois, une fois, on a eu... tu vois, je me souviens, tout début d'ouverture, je vois qu'il sort des vestiaires Idriss Elba. Nous, aujourd'hui, il y a Diplo, par exemple, qui vient boxer. Tu vois, le DJ. Ouais. Ça a créé un truc, ça a fait tout de suite un énorme... buzz, quoi. Buzz, mais de personnes très exigeantes. Parce qu'en fait, elles ne venaient pas pour être vues. Au contraire, le sport, c'est hyper intime. Tu viens pour te mettre en vulnérabilité. Donc, tu vois, tu pousses ton cardio un peu trop loin, tu pousses tes muscles un peu trop loin, donc tu transpires, tu as le souffle court. Tu vois, en fait, quand tu as une image et que tu acceptes d'être dans cette situation-là avec un collectif... Après, ils ne sont pas filmés, mais... Non, mais il y a du monde, tu vois. Et ensuite, tous les entrepreneurs... en vue, tu vois, Guillaume Gibaud, Victor Luguer, toutes ces personnes-là. On a eu une communauté les mecs de Big Mama, extraordinaire dès le départ. Et ça nous a lancé. Tu vois, vraiment. Et ça a été la rencontre. Je pense qu'il y a eu un bon timing. Et ce que me disait, on échangeait sur le succès avec Marie Schneier récemment, elle me disait, quand même, la sincérité que tu avais dans le projet a touché les journalistes et a impacté l'offre. La qualité des cours, l'engagement des équipes pour assurer un bon accueil, des coachs pour faire une espèce d'accompagnement sur mesure, ça a créé une dynamique très positive. Et ça,
Le job, c'est de le cultiver, tu vois, de toujours garder cette intention initiale. Moi, je suis toujours à fond. J'ai gardé ça. Ça se voit. Ça se voit. Non, mais c'est vrai que tu as raison, en fait. C'est-à-dire que le temple, c'est à la fois de la boxe, donc le sport de la boxe, mais c'est aussi une communauté. Ça fait penser à, tu vois, le club Bootstrap dont tu fais partie, qui est le club d'entrepreneurs qui veulent rester indépendants, que j'ai lancé il y a 4 ans, que j'ai quitté maintenant. Ça a marché au début parce qu'il y a eu Mathieu Stéphanie, parce qu'il y a eu Wilfried Granier de Superprof, parce qu'il y a eu Gilles de Lucas, il y a eu Moubèche de l'Empire, enfin, toutes les stars un peu de l'entrepreneuriat qui sont arrivées au début et qui, du coup, ont donné de l'intérêt au projet. Et après, le sujet, c'est d'arriver à cultiver ça pour que ça dépasse ce moment de buzz initial, quoi. Eh ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que le succès du Bootstrap, c'est pas l'identité des premiers membres. Moi, je pense que c'est plutôt que si Mathieu Stéphanie, si Moubèche, si ces personnalités ont rejoint le club, c'est que le club devait être bien. C'est ça que se sont dit les gens. Tu vois, parce que c'est des personnes qui sont exigeantes, qui sont très sollicitées. Donc, elles vont pas dans n'importe quel club. Tu vois, elles choisissent leur club. Et moi, je pense que de la même façon, les gens ne sont pas venus au temple parce qu'il y avait Antoine Decaune, tu vois. Ça, c'est pas du tout le sujet. Mais si lui, il va là, c'est que ça doit être bien, tu vois. C'est que le service est suffisamment bon pour que ces mecs-là viennent et restent. Et donc, moi, franchement, c'est que ce que tu as créé avec le club Bootstrap, le projet, les valeurs, ce que tu proposais de vivre entre chefs d'entreprise, ça a été validé par des entrepreneurs de renom. Et donc, tout le monde s'est dit, si eux, ils valident, c'est que ça doit vraiment être super, tu vois. Et heureusement que c'est ça, parce que si tu veux, si ta valeur, elle repose dans les autres, enfin dans ceux qui fréquentent plus que dans le projet, en fait, tu vas vite avoir des personnes qui viennent pour de mauvaises raisons. Donc moi, au temple, il n'y a personne qui vient pour réseauter. Tout le monde vient. C'est un side effect, en fait. Exactement. Comme au club Bootstrap, d'ailleurs, il y a interdiction de faire du business. Ouais. C'est un side effect. Tu viens pour progresser en tant que dirigeant et ensuite, il se passe quelque chose. Là, tu viens pour progresser, en faire de la boxe. Ouais. Et en fait, tu vas peut-être rencontrer des gens qui seront peut-être Thierry Marx ou Antoine Decaune ou quelqu'un d'autre, mais c'est pas le sujet principal. Et ce qui va te permettre de connecter, donc d'avoir une relation, un échange pertinent, de qualité, c'est parce que tu es là pour la même motivation. Tu partages cette motivation. Donc, par exemple, pratiquer la boxe. Mais ça, tu n'as pas besoin d'autre chose pour parler avec un autre boxeur. Dans quel cours tu vas? C'est qui ton coach préféré? Tu as commencé quand? Il y a plein de questions. Et alors, c'est génial, hein, ça donne une matière. Et de la même façon, les dirigeants du club Bootstrap, en fait, ils partagent avec des stars de l'entrepreneuriat parce qu'ils partagent des difficultés, des solutions, tu vois, des expériences similaires qui fait qu'ils ont une matière. Donc, c'est pas que le côté on fait un selfie ensemble. C'est une forme d'égalité dans la vulnérabilité. Ouais. Et l'obligation d'ailleurs de considérer que chacun a la même importance dans ces moments-là, dans l'échange, dans le fait de progresser ensemble. Il y a un point commun et on travaille. Bon, alors là, tu me décris un lancement qui a l'air merveilleux, et j'imagine quand même qu'il y a eu aussi des galères. Donc, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse galère que tu as vécue dans cette première année de lancement? Ou deuxième année, j'en sais rien. La galère qu'on a eue, j'espère que ça heurtera personne. Nous, c'est le Covid qui nous a arrêtés. Tu vois, quand il y a eu la pandémie, on a dû fermer les clubs sur décision administrative. Et ça, alors qu'on était en plein développement avec une communauté... tu vois, moi les membres, il y en a un qui est vigneron, qui a des vignes, et il a fait une dégustation de vin récemment dans un club pour faire découvrir sa nouvelle cuvée. Et sa femme était présente. Et je ne l'avais jamais rencontré. Je lui ai dit, je suis content de vous rencontrer. C'est un membre emblématique qui est très sympa. Et elle me dit, vous savez, pendant le Covid, ce qui était le plus dur pour lui, c'était de ne pas pouvoir venir boxer. En fait, on était dans la vie des membres. On avait, on était bien. Routine. Et bam, tu t'arrêtes d'un coup. Et ça a été il faut se réinventer, quoi. Comment tu fais? On a été fermé quasiment 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais, avec des ouvertures, des fermetures successives, tu vois. Mais en fait, quand tu réouvres et que tu faut porter des masques et qu'il faut nettoyer, on a vécu quelque chose d'inédit. Hein. Et donc ça, tu vois, moi je m'étais intéressé à cette époque, je m'étais dit, il faut que je dézoome. Par exemple, tu vois, quand il y a eu l'interdiction de la consommation d'alcool aux États-Unis dans les années 20, tu vois, c'était, tu as plein de distilleries familiales, plein d'industries qui ont fermé parce qu'il y a eu une décision d'État d'arrêter, là c'est la prohibition, que la consommation d'alcool devait s'arrêter. Là, la décision, c'était d'arrêter les salles de sport.
Alors, toi, tu es là, tu es C'est le convaincu. sport fermé, ouais. Ouais, tu dis, tu es convaincu que ce que tu fais, c'est bien, et on te dit, ah, non, pas en ce moment, en tout cas. Et alors, moi, je respecte, hein, je suis évidemment. Donc ça a été difficile. Mais C'était quoi le plus difficile là-dedans? bon, en fait, c'est que tu changes tes habitudes. Moi, tous les jours, les clubs ouvraient, on parlait avec les coachs et on parlait avec les membres, et tout à coup, les lieux sont fermés. Tu vois, donc, c'est un grand changement. Moi, j'ai une vraie discipline. Tu vois, tu sais que moi, j'aime bien. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment réfléchi, comment je peux sortir meilleur de cette période. Tu vois. Cette obsession. Ah ouais. Et c'était difficile parce qu'il y avait des injonctions de toutes parts. Par exemple, moi, j'ai eu l'injonction très forte. Tout le monde me disait, il faut que tu fasses des cours en ligne. Tous mes concurrents, enfin toutes les salles de sport à Paris le faisaient. Il y avait des très gros acteurs internationaux qui ont lancé des offres en ligne de très grande qualité. Et donc, tu vois, dans une situation comme ça, c'est qu'est-ce que tu fais de la trésorerie qui te reste? Est-ce que tu la réinvestis pour te diversifier vers de l'offre en ligne? Ben, moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Et bah ça a chahuté, parce que comme l'histoire, elle se raconte après coup, si le monde du sport aujourd'hui était drivé par le digital, moi, j'aurais raté le virage, tu vois. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Je pense que c'était une grande perte d'argent pour la plupart des acteurs qui ont fait tu vois, des investissements dans cette direction-là. Ça n'a pas pris. Donc moi, je me suis concentré et j'ai fait tout ce que je n'avais pas réussi à faire quand les clubs fonctionnaient et que j'étais tout entier au service de l'expérience des membres. Donc moi, j'ai refait mon site web parce il devait être amélioré en termes de SEO. Donc, j'ai bossé avec Adveris, avec Mathieu Gastal. On a refait un site super. Voilà. Et ça, j'étais toutes mes journées avec les agences, tu vois, avec les développeurs pour refaire le site web. J'ai changé, nous on a une espèce de solution digitale qui gère les abonnements, le planning, l'appli des membres, etc. Avant, on avait une solution, on a changé de solution pendant le Covid, parce que de toute façon, au moins, ça rien d'autre à pas. faire. Voilà. C'était le moment de cleaner en fait l'existant. Et moi, mon but, je me disais, je veux être plus fort quand on rouvre que quand on a fermé. Mais je ne vais pas proposer une expérience alternative pendant la fermeture. Je m'entraîne. Et le combat, ce sera la réouverture. Et ce qui a été génial, c'est que quand on a rouvert, on n'a pas perdu de membres. Ils sont tous revenus. Et même, on a eu une croissance du nombre de membres. Mais j'étais là, donc à l'ouverture, je me souviens, à Palais Royal, quand on a ouvert les portes. C'était quoi, du coup, 2021 à peu près? Oui, c'est ça. Il y a eu, les membres disaient... c'était comme si on s'était quitté la veille. Il y avait des embrassades, il y avait une convivialité très touchante. Et moi, je me sentais très confiant parce qu'on avait amélioré des points d'expérience essentiels et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Tu vois. Donc, les épreuves, en réalité, la façon dont tu les traverses, ça change tout. Hein. Tu vois, il y a des choses qui dépendent. Tu vois, moi, par exemple, le succès initial du temple, avec une fréquentation de Parisiennes et Parisiens branchés, très inspirants, etc. Franchement, ça m'a dépassé. J'ai été acteur de ça, mais j'ai eu de la chance, tu vois. Le Covid, j'ai pas eu de chance. Ça m'est tombé dessus. Mais en fait, à chaque fois, ce qu'il faut, moi, je suis très marqué par la philosophie stoïcienne. Tu vois, il faut distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Et donc, ce qui dépend de toi, là, tu as intérêt à assurer. Et tu vois, perdre de l'énergie sur ce qui ne dépend pas de toi, ça n'a aucune utilité. Ce qui est difficile, c'est de bien évaluer, et ça, il faut de la lucidité, le curseur. À partir de quand ça dépend de moi? Tu vois, il y en a qui se racontent des histoires et qui disent toujours que ça ne dépend pas d'eux. Et tu en as d'autres qui surestiment leur capacité à agir. Donc, tu vois, oui, qui essaient de lutter contre quelque chose d'inéluctable. Donc, c'est quand même un travail difficile que de placer le curseur. Bien sûr. Voilà. Mais évidemment, rien n'est facile. Mais d'où ça te vient, cette rage de vaincre qu'on sent aussi, là, tu vois, dans cette épreuve de Covid, où tu vas continuer à quand même à améliorer ton application, ton site web, à faire en sorte que les gens soient bien préparés à t'entraîner pour la réouverture. On sent que même si tu acceptes, c'est ça, mais ça devient d'où cette rage? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, en tout cas pas mal de performeurs, quel que soit le secteur. On se demande souvent, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, tu vois, est-ce que ça se travaille, est-ce que c'était déjà en toi depuis petit, enfin, tu vois, comment tu vis ça pour toi? Je me disais, je vais finir sur le divan dans ce podcast. C'est le moment de te livrer, mon cher Cyril. Non, c'est une super question. Et en fait, je pense qu'on cherche. Parce que quand tu cherches, quand tu trouves ton ikigai, tu vois, ton élan vital, ce qui te drive,
du coup, c'est génial parce que tu peux le convoquer à chaque fois que tu en as besoin. Donc moi, je suis encore en quête, je cherche, tu vois, ce qui m'anime. Je suis convaincu, donc il y a, en tout cas, cette énergie, je l'ai, je m'en réjouis, je la cultive aussi. Tu vois, moi, je pense qu'il faut prendre soin dans cette progression et de performance. Il faut, moi, par exemple, j'ai bossé avec 108 milliards, tu vois, le cabinet de coaching pour être, tu vois, essayer de mieux comprendre mes drivers, mes croyances limitantes, pour être meilleur, tu vois, vraiment toujours dans cette quête-là. Mais en fait, être meilleur, ça peut paraître prétentieux, mais en fait, ça passe au contraire par l'humilité, parce que ça veut dire que tu acceptes de te mettre le nez dans tout ce qui ne va pas. De regarder tes vulnérabilités. Donc moi, mon moteur, moi, je pense que... Tu étais comme ça, déjà petit, par exemple, tu avais toujours eu envie de... Tu avais toujours la niaque, tu avais toujours le... J'ai eu ça, et tu vois, j'ai eu... ouais. Moi, alors, par contre, ça s'est exprimé de différentes façons. Tu vois, quand j'étais écolier ou étudiant, moi, je voulais vraiment être bon. Tu vois, moi, j'étais drivé par le fait de lire beaucoup, de comprendre, tu vois, d'aller au fond des choses. Donc, j'étais un très bon élève. Et je le faisais pas de façon utilitariste pour avoir mon diplôme. Je le faisais parce que je m'épanouissais dans la performance, tu vois, de comprendre, d'apprendre. Donc, j'étais très investi. Après, tu vois, tu te dis, et je pense que à chaque fois que j'ai un projet, c'est ça d'ailleurs mon choix, c'est quand on me propose un projet dans lequel je ne pourrais pas déployer cette énergie-là, je sens que du coup, ça ne me ressemble pas. Donc, il faut savoir dire non à des voies dans lesquelles on va être en surface. Moi, je préfère être à fond. Donc, je cherche. Mais moi, tu vois, ce que j'aime, c'est bâtir. Ça, aujourd'hui, c'est ma conviction. C'est de se dire, je veux construire. Et construire avec beaucoup de sincérité. Tu vois, dans l'entrepreneuriat que tu décrivais tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de moteurs différents. Il y a certaines personnes qui construisent une boîte avec déjà en tête l'idée de la revendre. Donc, tu construis ta boîte différemment, tu construis ton horizon de temps différemment, la façon dont tu t'entoures, tu vois, les fonds d'investissement qui vont être des accélérateurs extraordinaires pour créer de la valeur rapidement et être liquide sur le marché. Tu vois, en fait, ça dépend de ce que tu as. Moi, mon driver, tu vois, aujourd'hui, c'est de construire. Et tu vois, là, aujourd'hui, moi, je veux faire plus de temples à Paris. Donc, il y a le 16e arrondissement, on n'est pas encore implanté, porte d'Auteuil et Passy. Et puis, il y a aussi près du parc Monceau. Tu vois, ce serait vraiment il nous manque un emplacement à cet endroit-là. Moi, tu vois, quand j'y suis, j'adorerais qu'il y ait un temple là, tu vois. Et je veux le construire. Et je me dis, je verrais des gens, comme dans les quartiers où il y a déjà des temples, tu vois, des tote bag temples ou des sacs des gants qui sont sur les sacs. Je me dis, là, on a réussi, là, tu vois. Ça m'excite à fond. Je trouve ça génial. La conquête. Exactement. La conquête, non, parce que je prends rien à personne. Moi, je prends des locaux qui étaient sous-exploités et puis on en fait des pépites. On prend des super architectes pour en faire des beaux lieux. Donc, pas une conquête, vraiment un bâtisseur. Tu prends là où il n'y avait rien, tu construis quelque chose. Et d'ailleurs, le marché, le secteur du sport à Paris, c'est pas un marché figé où tu prends des parts de marché à nos concurrents. C'est un marché en croissance. Nous, nos concurrents, c'est le canapé et celui qui va courir sur les quais. C'est une pratique médiocre ou inexistante du sport. C'est ça, notre grand challenge. Donc, pour motiver les Parisiennes et les Parisiens à venir faire du sport, il faut proposer des lieux vraiment tu vois, où tu te dis, c'est chouette, j'ai envie de voir, j'ai envie d'y être, je me sens bien, c'est confortable, c'est beau. Moi, j'adore ça. Puis dans la dynamique du bâtisseur, tu vois, c'est bien que ça se concrétise dans des lieux physiques. Et ensuite, il faut une expérience géniale. Tu vois, il faut que ça te... Moi, je dis toujours à les équipes, votre projet, c'est de donner envie de revenir. Tu vois, il faut que l'expérience, elle soit suffisamment... tu vois, tu dis, il y a un potentiel, il faut que je revienne. Tu vois, et ça, la boxe, c'est ce qu'elle permet. La boxe, c'est pas une capsule de kiff, c'est pas une capsule de divertissement, une capsule où tu as une bonne dégustation de vin. C'est un parcours. Tu fais un cours qui t'amène un peu ailleurs. Et après, c'est un long chemin. C'est ça notre projet. Et effectivement, le développement du temple, c'est un développement particulier puisque tu n'as jamais levé d'argent. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, tu es vraiment maître chez toi, quoi. Tu diriges ta boîte sans avoir de personnes à ton bord qui peuvent parfois te contraindre à faire tel ou tel choix. Tu vois, dans le Covid, j'imagine qu'il y a aussi des investisseurs qui ont demandé à des entreprises de prendre une direction alors que les entrepreneurs n'étaient pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Alors, j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés par ces questions, de savoir
d'où ça vient cette volonté d'indépendance, tu vois, le pourquoi pourquoi tu as choisi de faire cette entreprise et de ne pas lever de fonds, de la faire indépendante, qu'elle te ressemble, c'est que ça devient d'où ça? Après, nous, le modèle économique du temple nécessite beaucoup d'argent. Parce que construire un club, c'est beaucoup oui. de travaux. D'accord. Et avant C'est d'atteindre. combien, tu vois, par exemple, pour l'ouverture d'un club, tu investis combien? C'est un peu plus d'1 million d'euros. Par Donc, club, d'accord. Ouais. Ça dépend de la taille du club. Donc ça peut être, on va dire, entre 900 et 1,5 million. Ça dépend de. Parce que c'est des gros investissements en ventilation pour que ça sente bon, en climatisation pour que l'air soit toujours à la bonne température. C'est des investissements aussi en design pour que les lieux soient avec des matériaux qui honorent nos membres. Tu vois, les vestiaires, les douches sont grandes. Et voilà, il faut être dans un environnement, un écrin super. Tous nos équipements sportifs sont faits par l'équipementier officiel des JO, Paris et Londres. Tu vois, on est dans l'excellence d'exécution des lieux. Et ça, moi, j'adore. Ça, c'est vraiment un moment, d'ailleurs, la conception des lieux et leur réalisation. C'est ton premier métier, en fait. Ouais. Et j'avais comme vision... tu as plusieurs métiers. Tu as le métier de construire des clubs, et puis après, tu as le métier de les faire designer vivre. l'expérience, quoi. Ouais, de recruter les coachs, de s'assurer qu'ils sont bien dans la philosophie du club, d'accueillir les membres, d'en convaincre de nouveaux. Et moi, donc il faut beaucoup d'argent. Donc moi, j'ai des partenaires financiers. Les partenaires financiers, c'est les banques, en premier lieu, qui te prêtent de l'argent. Il faut leur rendre. Et ensuite, j'ai aussi fait ce qu'on appelle une émission obligataire. Donc ça, c'est des investisseurs, mais qui te prêtent de l'argent. C'est un taux d'intérêt beaucoup plus élevé qu'une banque. Voilà. Donc, je pense que c'est important t'as des business, il y a des activités dans lesquelles il faut de l'argent. Et il y en a d'autres où il n'en faut pas. Et je pense que les activités dans lesquelles il faut de l'argent, si tu veux te priver d'investisseurs, c'est quand même beaucoup plus dur. Voilà. Il y a des boîtes de services ou des boîtes dans lesquelles tu peux te lancer de consulting, avec des prestations Mais c'est pas, intellectuelles. Tu as quand même fait un choix particulier qui est nous, de ne pas... Tu t'aurais pu faire... bon, c'est un modèle de retail, donc... c'est peut-être un petit peu moins VC-friendly, donc tu vois, les investisseurs professionnels, les startups que d'autres, mais quand même, tu aurais pu avoir, surtout que tu avais la notoriété, le buzz, à une période où vraiment, les gens auraient pu mettre de l'argent. Tu vois, je parlais à Alexandre Belliti de Clinique, une boîte de nettoyage, une boîte de service, qui par définition ne peut pas scale comme on dit, tu vois, le fameux mot, parce que c'est pas parce que tu mets 1 euro de plus en investissement que tu vas pouvoir récupérer 3, 4, 5 euros d'argent en plus. Et lui, ils avaient levé des fonds parce que c'était une période où dès que tu te brandais start-up, même une boîte de service pouvait lever de l'argent si tu veux. Donc toi, tu as quand même fait le choix de ne pas diluer ton capital, mais de prendre des créditeurs, quoi. Tu vois. Mais donc moi, je suis très attaché à la valeur de l'autonomie. Tu vois, pour moi, dans mon projet, tu vois, de progrès, je pense qu'on aime être fort. Et, tu vois, la force. On aime, c'est toi tu aimes. Ouais. Moi, j'aime être fort. Je fais gaffe à on, tu sais, quand tu dis on, faut dire je. Donc moi, j'aime être fort. Et cette autonomie, pour moi, participe de cette force. Et il y a des sollicitations très fréquentes d'investisseurs qui aimeraient participer à l'aventure du temple. Et ça pourrait arriver un jour, tu vois. On trouvera peut-être le bon partenaire et le bon projet qui rendra. Mais jusqu'à présent, les très bonnes relations que j'ai pu avoir avec des établissements bancaires ou avec ce qu'on appelle des outils de financement non dilutifs, donc c'est vraiment des prêts en fait, m'ont permis de cultiver cette autonomie. Et cette autonomie, parce que parfois on te dit ouais, les fonds ils vont rentrer, ils vont te mettre la pression, en fait, nous on se la met la pression pour délivrer des clubs de bonne qualité, être au top de l'expérience client, pour assurer notre bon fonctionnement financier pour rembourser ceux qui nous ont fait confiance. Il faut assurer là-dessus aussi. Donc, pour moi, c'est pas trop l'enjeu. Je pense qu'il y a un enjeu, c'est de vitesse. C'est qu'en fait, nous, tu vois, on a fait 5 clubs en 10 ans. J'ai d'autres acteurs autour de moi qui ont fait beaucoup plus de clubs sur la même période parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent à déployer. Moi, tu vois, en tant que bâtisseur, je pense que le risque de ce type de configuration, c'est de déployer trop vite. Et donc d'avoir des mauvais emplacements, ou des mauvaises conceptions. C'est une valeur, tu vois, que j'ai, pour te dire avec un jeu, c'est de construire sérieusement. Moi, je veux bâtir des temples qui durent. Et donc, je n'avais pas cette espèce d'injonction à aller très, très vite, tu vois.
Là où moi, je serais... Tu vois, moi, j'adorerais ouvrir des clubs à Londres. Tu vois, je pense qu'il y a une vraie attente là-bas. Notre offre est pas présente. On pourrait s'associer, tu vois, avec des acteurs locaux qui auraient un rôle à jouer. Tu vois, ça peut ne pas être que de la prestation, ça pourrait être aussi un accord dans les parts de l'entreprise. Donc, je suis très ouvert. Mais comme c'était ta question, ce qui m'a drivé jusqu'à présent, c'était de bâtir quelque chose. Et l'énergie et la sincérité que j'ai mis dans ce projet m'a permis de convaincre toujours des financiers qui m'ont dit, bon, moi, je te prête. Tu vois, Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que là, du coup, aujourd'hui, j'imagine que tu dois plusieurs millions d'euros, tu vois, à Ouais, des, ah ouais, à des bien sûr. partenaires bancaires. Ouais. Comment on dort la nuit? Quand tu dors la nuit, toi, en sachant tout ça, ça te stresse pas? Bah, tu vois, ça pour moi, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'en fait, je prends des risques, tu vois, mais que je contrôle. En fait, quand je fais un emprunt bancaire ou que je fais une émission obligataire, je suis en contrôle du nombre de membres qu'il va y avoir dans un club. Je sais gérer un chantier et en contrôler les coûts. Donc en fait, je sais où je vais. Ça dépend de mon bon pilotage, tu vois, de l'activité. Donc non, moi je dors, et je pense que c'est hyper important d'ailleurs le sommeil, c'est un facteur clé pour être en bonne santé et puis pour prendre des décisions lucides. Je pense que là... Avec 3 enfants, tu arrives à dormir? Bon, il me réveille de temps en temps la nuit, ça c'est vrai, mais c'est pour des bonnes raisons. Tu vois, en fait, se réveiller pour un enfant qui t'appelle parce qu'il a besoin d'un câlin, je pense que c'est plutôt réjouissant, tu vois. Et la crainte que tu évoques... Cyril, pardon, mais tu me fais rire parce que Cyril, t'es capable de trouver du plaisir ou de la réjouissance ou presque une forme de joie de progresser, même quand t'as un gosse qui te réveille à 3h du ouais. matin. C'est incroyable. Ah ouais, moi je pense... Il n'a pas de faille. Sachez-le, il n'a pas de faille, Cyril. Ah si, mais tu vois, je pense que il est toujours de bonne humeur. Je pense que la quête il faut pas se raconter d'histoire. Je pense que c'est ça, tu vois. Et en plus, tu lis, les enfants, il y a des âges où ils se réveillent particulièrement la nuit. Enfin, je veux dire, c'est normal en fait, tu vois. Après, il faut s'organiser. Tu vois, si tu as une compagne ou un compagnon qui partage. Moi, c'est ma compagne. Hein, ouais, oui, ça te permet de dormir une nuit sur deux de façon pleine. Bon, tu vois. Oui, bien sûr. C'est des bonnes raisons quand même. Ouais. Le stress, d'ailleurs, je pense que tu vois, quand tu dis ouais, tu dors pas la nuit, etc. Mais je souhaite pas l'angoisse, mais il y a quand même pas mal de fois, c'est de l'excitation aussi. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu prends des risques, quand tu vas dans des projets, moi, c'est ce qui peut me secouer un peu. Ça va plutôt être l'excitation, la perspective de faire des choses. Tu vois, Et ça te réveille. Ouais, ça, moi, je me dis, ouais, tu vois, on va pas assez vite. Tu vois, ça va m'arraser, mais pas. Tu vois, l'espèce de réflexe défensif, de dire mince, on n'aurait pas dû. T'es pas trop dans le regret, quoi. Ah, alors jamais. Mais ça, c'est une perte de temps totale. Parce que tu peux plus. Enfin, pour moi, il faut être tourné vers l'avenir et sur ce qui dépend de toi. Ça, c'est une espèce de discipline qui me semble essentielle. Sinon, tu te parasites avec des pensées. Comment tu l'as chopé, cette discipline? Ça vient de tes études? Comment tu l'as eu, cette discipline-là? Alors, je suis convaincu. Comment on l'a fait, tu vois, pour les gens qui se posent la question, qui n'ont peut-être pas encore assez de discipline, tu l'as chopé comment, quoi? Je pense que c'est avec des lectures et avec de la... Je pense qu'il faut porter un regard sur soi où quand tu t'as fait une erreur, faut que ce soit une leçon. Tu vois, de se dire... et parfois, tu as du mal et donc il faut prendre de l'aide. Donc l'aide, ça peut être des lectures, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un qui a des bons conseils. Pour tu vois, te dire attention là, en fait, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le temps que tu alloues à gamberger sur ce sujet-là sans avancer, en fait, perte de temps là, tu vois. Faut passer à autre chose. Alors ça s'organise parce que moi, en fait, dès que je détecte que je suis là-dedans, j'essaye de mobiliser de l'aide, tu vois, auprès de quelqu'un qui a déjà vécu ça, ou je vais chercher une lecture, tu vois. Je pense qu'il faut se mettre en mouvement pour chasser ses propres... Donc toi, t'as pas de mal à demander de l'aide? Ah non, je pense que c'est fondamental, ouais. Alors, ça dépend à qui, ça dépend, puis il faut... mais je pense qu'aujourd'hui, l'aide, elle est soit généreuse, c'est un ami, tu vois. Moi, par exemple, à un moment, on avait un sujet sur le SEO, tu vois. Je me suis dit, qui est la star du SEO autour de moi? Wilfried, tu vois, qui a créé Superprof, en SMS, est-ce que tu peux... qui m'a aidé. En fait, quand tu demandes, ça te... Et les résultats ont été géniaux, je le remercie encore. T'as plein de... on peut t'aider comme ça, tu vois, sur un SMS.
Et quand c'est quelque chose de plus profond, moi, je pense qu'il faut organiser l'aide. Il faut prendre un coaching. Tu vois, moi, je recommande à C'était la beaucoup première de fois que gens. tu faisais un coaching quand tu as fait avec 108 108 milliards, ouais. C'est la première fois que tu te faisais non. coacher. En fait, non, parce que moi, quand j'avais un paradigme de mes précédentes expériences professionnelles où j'étais chez le leader de l'immobilier commercial, donc une culture en fait assez élitiste, avec on travaillait que avec des cols blancs, grandes écoles, etc. Et donc moi, quand j'ai dû être au temple avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes qualifications, pas les mêmes projets professionnels, etc., il y avait des réglages de management, tu vois. Et en fait, je m'en suis rendu compte, tu vois, sur des moments où ça marchait pas, tu vois, je comprenais pas pourquoi mes recettes du passé fonctionnaient pas. Donc j'ai pris un coach en management. J'ai lu des bouquins sur management. Et alors, je peux te dire, moi... C'est quoi ta pire erreur de management, tu penses? Ah bah, l'erreur numéro 1 de management, c'est de croire que tu manages ton futur remplaçant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens veulent pas être toi. Ils ont leur trajectoire, leurs attentes. Et en fait, souvent, tu sais, c'est comme celui qui fait du marketing en pensant qu'il est le client. En fait, c'est pas vrai. Il faut faire preuve d'empathie, d'écoute, pour comprendre les drivers de la personne qui travaille avec toi et aligner les intérêts. Et souvent, le réflexe, c'est de penser que, en fait, eux aussi veulent monter une boîte, bosser hyper tard, prendre des risques, tu vois. En fait, c'est chacun son truc. Et dès que tu es en lucidité sur les attentes, et en fait, être en lucidité, c'est prendre le temps de comprendre, poser des questions. Tu vois, moi, je suis passé, ma plus grande, alors, tu veux ma plus grande erreur, moi, j'étais dans l'assertivité et je suis passé dans la question. Tu vois, ça, c'était mon coach en management, la première chose qui m'a déclenché, c'était ça. Moi, je pensais qu'en répétant 5 fois la même demande, à bout d'un moment, ça allait bien être fait, tu vois. Alors qu'en fait, le bourrin, tu vois. Ouais. Mais ça marchait avant. Hein. Je veux te dire, dans mon ancien environnement, c'était très performant de se comporter comme ça. Le milieu de l'immobilier commercial, ça rigole pas, quoi. Tu as fait ça, oui ou non? Tout le monde voulait appuyer fort. Tu vois, il y avait un vrai truc de... Ouais, on va dire, l'agressivité managériale ou la rugosité était presque une vertu, tu vois. Ah, lui, il est dur, c'était valorisant. Je leur dis, moi, j'ai complètement changé de... Tu vois, c'est pas ça le projet. Donc l'empathie, tu vois, c'est le fait de comprendre ce qu'attend ton interlocuteur et de chercher des zones d'accord, tu vois, où toi, ça te va, lui, ça lui va. C'est ça, en fait, le taf. Et ça, bah, moi, j'ai eu un accompagnement avec un coach en management là-dessus. Et d'ailleurs, que j'ai pris après pour mes équipes, etc. Moi, c'est quelque chose que je partage, hein, ce besoin de progresser. On a eu plusieurs des coachs en management pour les équipes et pour moi-même, évidemment. Et après, là, depuis, tu as fait même un coaching sur toi en tant que dirigeant avec Raphaël qu'on embrasse de 208 milliards, qui est aussi un de mes sponsors. Donc, moi, j'en ai bénéficié. Je l'ai fait avec Mounia et c'était aussi très transformant. Ils sont très bons. Ça m'étonne pas que ça te plaise, parce que c'est très bon sur notamment les rituels. Donc, la discipline, en fait, le fait de l'auto-coaching, la visualisation, voilà, tous ces rituels qui vont te permettre d'être plus performant. Mais tu vois, ce que je ressens... Raphaël, tu vois, qui est coach, tu sais ce qu'il fait aussi. De la boxe. E-box. Les meilleurs box. C'est ça, il arrive à faire la pub, bam. non, mais ce que je veux dire, c'est que Raphaël, tu vois, pour moi, on partage vraiment, tu vois, lui, dès qu'il a monté aussi Almorey, qui est une entreprise d'expérience. Il propose des super restos, des super expériences sportives. Là, il propose une nage en apnée sous la glace, tu vois, sur plusieurs dizaines de mètres. La boxe, ça lui va bien parce qu'en fait, c'est un challenge. Il sent que ça le secoue et que ça le fait progresser. C'est ça donc je trouve ça génial quand tu as des profils successful et des profils fragiles ou en vulnérabilité, tu vois. Oui, il a les deux facettes. Ça, c'est génial. Il a les deux facettes. Mais c'est vrai que toi, j'aurais pas dit que tu étais quelqu'un de vulnérable, tu vois, à la base. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a... Et d'ailleurs, c'est le cas de peu... En réalité, je pense que c'est de plus en plus le cas dans les dirigeants que je côtoie. Mais c'est marrant, j'ai eu cette discussion avec Mathieu Stéphanie, là, avec qui je déjeunais la semaine dernière. Je lui parlais de la vulnérabilité. Il me disait, mais moi, c'est vrai que... tu vois, lui, il est vachement... Alors, il fait pas de la boxe, mais il fait de la course à pied à haute intensité. Il fait quand même des trails assez longs. Il a fait le GR20. Justement, juste avant d'interviewer Macron, il avait dû revenir de son GR20. Voilà. Et il me disait, mais non, mais moi... je suis de l'ancienne génération où je me mets dans les oreilles Rocky Balboa, tu vois, et puis oui, en effet, Rocky Balboa, mais tu vois, il me disait, je suis pas trop du tout dans le partage de mes émotions, voilà. Et donc, comment tu as fait, toi? Parce que j'ai le sentiment que c'est une voie dans laquelle toi, tu commences à t'inscrire petit à petit, tu vois.
Est-ce que je me trompe ou est-ce que et qu'est-ce qui t'a déclenché là-dedans? Mais moi, je pense que la plus grande ambition commence par l'acceptation de sa vulnérabilité. En fait, c'est pas contradictoire. Je pense même que si tu es ambitieux et que tu dissimules ou que tu n'accueilles pas tes vulnérabilités, tu n'y arriveras jamais. Pour moi, la vulnérabilité, c'est la conscience de tes limites, de ta fragilité. Elle est où, Et, toi, ta vulnérabilité? ouais, tu vois, ce sur quoi je travaille, moi, de toute façon, la boxe, c'est un travail permanent là-dessus. Je pense que c'est sur le travail de la gestion de ses émotions. Tu vois. Pour moi, ça, c'est quelque chose où, tu vois, comme l'anecdote que je racontais au début, tu vois, j'ai des surgissements où, qui sont en fait une gourmandise de vie. Tu vois, j'avance à fond, Ouais. et parfois, tu bascules dans l'excès. Et ça fait du dégât, ou ça fait. Tu vois, donc en fait, ça, moi, je suis conscient que c'est hyper important de reprendre le contrôle et de mieux observer ses émotions pour mobiliser. Parce que tu vois, dans la reprise de contrôle, les émotions qui vont être les plus utiles. Vraiment, tu vois, et je pense qu'on peut reprendre la main là-dessus. C'est quoi l'émotion, toi, qui a tendance à le plus te submerger, ou en tout cas qui est la plus... Celle que tu dis que tu veux contrôler, c'est quoi? Je pense que c'est l'agacement, tu vois. Une forme variante de la colère, quoi. Ouais, exactement. Mais l'agacement, c'est plutôt... parce que la colère, c'est t'en veux à quelqu'un. Moi, l'agacement, c'est plutôt, je me dis, c'est dommage, ça pourrait être mieux, tu vois. Et donc, je suis hyper déçu, hyper frustré, tu vois, entre ce décalage, tu vois, entre un potentiel et une réalisation. Et parce que je pense que le point de départ de ça, c'est quand même un regard ambitieux pour les autres, ou pour moi-même, hein, parce que moi, je peux m'agacer aussi, évidemment, contre moi-même. Donc, donc, en fait, il faut se réconcilier avec les dimensions positives de ça. C'est, tu vois, l'humanité et l'espoir que tu peux avoir dans tout ce qui t'entoure, et l'envie de construire des grandes choses. Et après, faut construire, tu vois, faut mobiliser l'émotion utile qui te permettra d'être au service de ce projet de bâtisseur, plutôt que dans le surgissement d'une émotion incontrôlée, qui est toujours, à mon avis... mais c'est là où on touche du doigt quelque chose d'important, c'est que la boxe, c'est ça. Hein. C'est qu'en fait, quand tu es dans une situation de combat, ou même dans une situation où tu t'entraînes contre un sac, il y a trop d'informations. Tu vois, il y a l'imprévisibilité de ton adversaire, ton cardio qui monte au max. Donc en fait, tes émotions peuvent prendre le pas. Le travail, c'est de retrouver de la lucidité. C'est de se dire, en fait, je comprends ce qui est en train de se passer, et donc je vais prendre une décision adaptée. Tu vois, dans Sun Tzu, l'art de la guerre, on dit si un général est colérique, irritez-le. C'est exactement ça. C'est pour gagner, hein, tu vois. C'est pas bon. Il faut être en conscience. Donc, c'est bien. Pardon, je t'interromps, mais c'est bien. C'est le bon mot. Je pense qu'il faut être en conscience, pas en contrôle. En conscience. Complètement d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de l'hyper-performance, je pense, et particulièrement chez les mecs, et particulièrement chez les performeurs, c'est beaucoup le contrôle des émotions. On ne doit pas montrer ses émotions. Je ne sais pas si tu as grandi dans cet environnement-là. Moi, c'était beaucoup le cas. C'est interdit de montrer de la tristesse, de pleurer, même de s'énerver en réalité, tu vois. C'est pas, c'est surtout contre ses parents. Moi, j'avais pas le droit de m'énerver contre mes parents, certainement pas, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est vachement important pour arriver justement à passer dans un mode utile, comme tu dis, d'accepter, d'être conscient, de regarder, de se dire ok, là je ressens ça, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que je vais en faire maintenant. C'est de la conscience, c'est pas du contrôle, quoi. Je suis 100% d'accord avec ça. Tout à fait. Tu as les vulnérabilités, ça peut être aussi parfois tu as une quête où tu vas te dire, moi tu vas faire des choses qui vont être trop tu vas aller chercher de la perfection dans des choses qui n'en valent pas la peine. Ça, c'est des prismes, c'est des croyances limitantes. C'est toi. Moi, hein. C'est moi, pardon. Et donc, en fait, l'émotion, tu vois, c'est quasiment obsessionnel. Tu vois, tu te dis, je veux aller jusqu'au bout de cet exercice-là. Et en fait, c'est la règle du 80-20. En fait, à un moment, c'est enough. Tu vois, il n'y a pas besoin. Et en fait, ça, pour moi, tu vois, donc être meilleur, donc ne jamais être emporté par mes émotions, être lucide sur les tâches sur lesquelles je dois m'employer plutôt que d'autres. En fait, j'ai intérêt à reconnaître, à être en pleine conscience sur mes vulnérabilités pour être meilleur, tu vois. Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est pas un état de faiblesse, c'est le point de départ de la force. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu acceptes qu'en fait, tu peux faire mieux, ou que là, t'es pas au top, ça ouvre la porte à faire beaucoup mieux.
Et le sentiment, moi, tu vois, moi, mes souvenirs de coaching, c'est quand tout à coup, j'ai l'impression qu'on allume la lumière. Je dis, oh, je pensais comme ça. Tout à coup, on m'ouvre un nouveau champ, un nouveau regard sur les situations dont je perçois le potentiel. Et je me dis, ah ouais, là, ça va changer la donne. Tu vois. Et c'est réjouissant, c'est savoureux. Ça, moi, ça me rend heureux. Tu vois, je pense que le progrès, il faut désirer le progrès. Est-ce que tu crois toujours que, en tant que dirigeant, il faut souffrir pour réussir ? C'est toujours ce qu'on entend par souffrir. Je pense pas qu'il faut chercher la douleur. Tu vois, ce serait fou de se dire... Parce qu'en fait, il y a des douleurs inutiles. Par contre, moi, je suis un militant du travail. Je pense qu'il faut travailler beaucoup. Et parfois, jusqu'à la douleur, si ça en vaut la peine. Mais c'est pas la douleur qui fait le succès. Mais l'engagement de repousser ses limites, pour moi, assurément, c'est ça qui fait tu vois, pour moi, il y a deux choses. Parce que tu vois, comme on parlait de mes enfants, et donc on parlait de comment est-ce qu'on fait pour réussir. Et donc, tu vois, on m'a déjà posé la question, mais avec une question d'enfant, je me suis dit, il faut que je réponde très simplement. Et donc, je te donne la réponse que je leur ai dit. Moi, je leur ai dit, pour réussir... Parce que tes enfants t'ont posé cette question ? Ouais, mon grand, il m'a posé cette question. Incroyable. Et je lui ai dit, pour moi, il faut travailler beaucoup et avoir de la chance. Tu vois. Tu peux travailler beaucoup et finalement, ça ne donne rien. Et tu peux avoir juste de la chance, je pense que ça t'amortira pas non plus le succès. Mais c'est vraiment la rencontre entre des efforts et un timing, une bonne rencontre, qui peut créer de grandes choses. Donc, ce que tu contrôles, c'est le travail. Donc ça, faut y aller. Et ensuite, la chance, en fait, ce qu'on entend derrière, c'est la prise de risque. Tu vois, il n'y a pas de chance sans prise de risque. Voilà. Donc, prise de risque. Et tu vois, je lisais un rapport là, sur les motivations en entreprise de Ignition Programme, qui fait des newsletters géniales, d'ailleurs, sur... tu vois, les motivations, etc. Et il disait que justement, par exemple, la prise de risque, c'était pas quelque chose de très souhaité. Tu vois, au contraire, c'était quelque chose qui pouvait être anxiogène, qui n'était pas désirable par certains collaborateurs. Ou que la scission vie privée, vie professionnelle était très importante à respecter. Bon, ben moi, j'ai dit, c'est tout l'inverse, tu vois. Moi... Dans tout quoi, au début de ta vie, tu veux dire ? Bah ouais, mais même aujourd'hui. Moi, je bosse, y compris dans ma vie privée. Tu vois, moi, mon projet professionnel... est parfaitement perméable avec mon identité, avec donc j'ai levé la barrière, tu vois, entre la vie privée. Dans quelle mesure tu veux dire ? Moi, je bosse beaucoup. Tu vois, c'est ça, quand je te dis je bosse beaucoup, je consacre beaucoup de temps. Et je suis très... quand je bosse, j'ai l'impression d'être aussi dans ma vie perso. Tu vois, ce job me plaît. T'en parles avec tes enfants, t'en parles avec ta femme, t'en parles avec tes proches, t'en parles avec... Quand je fais un cours de boxe, en fait, je prends du plaisir et je check que tout se passe bien dans le club. Quand je discute avec un coach, moi, j'adore les coachs. Je les trouve passionnants, bons. Donc, c'est perso, tu vois, je retire un très bon moment. Et en même temps, en fait, ça me permet de faire avancer l'aventure. Donc, tu vois, pour moi, ma vie personnelle, elle est très imbriquée avec ma vie professionnelle. Et je prends des risques tout le temps, tu vois, contrôlé, comme on le disait, tu vois. Alors, c'est clair que... Donc, du coup, c'est là où, dans le management, c'est hyper important de bien apprécier la part de risque qui est prêt à prendre ton interlocuteur et la part d'engagement de travail qu'il est prêt à prendre aussi. Parce que nous, on n'a pas les mêmes repères. C'est quoi le risque le plus quotidien que tu prends, tu penses, en tant que dirigeant ? En tant qu'entrepreneur ? Le risque qu'on prend, il y a des grands risques. Le plus gros risque, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau club, il y a un truc que tu ne pourras jamais changer, c'est l'emplacement. Donc en fait, on fait des travaux très importants quelque part et tu ne pourras pas les transférer à un autre emplacement. Donc, tu vois, Pour l'instant, tu t'es jamais planté, du coup. Pour l'instant, jamais. Mais du coup, quand tu signes un bail, donc qui t'engage sur plusieurs années, et à la limite, c'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'ampleur des travaux que tu as investis dans un lieu et que tu pourras pas, tu vas pas enlever ton carrelage pour les mettre ailleurs. C'est pas possible. Donc là, énorme risque. Tu vois, tu prends tout genre. Tu prends du risque aussi à chaque fois que tu fais à chaque fois que tu prends des prêts. Tu vois, il faut être à la hauteur de rembourser. Donc, faut croire dans ce que tu fais, que ça va continuer comme ça. Donc ça, c'est des grands moments de risque.
Et après, les risques, ils sont quotidiens, parce qu'en fait, tu fais confiance à chaque fois à quelqu'un quand tu lui confies une mission. Tu fais C'était confiance... dur pour toi ou pas? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dirigeants quand même qui bloquent leur développement, tu vois, parce que justement, ils sont dans l'incapacité de déléguer. Et c'est vraiment un plafond de verre que je trouve très fréquent. Je trouve que, évidemment, c'est la phrase bateau, mais les meilleurs sont ceux qui sont capables de s'entourer et sont capables de s'entourer de meilleurs qu'eux. Ouais. Et tu prends pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, tu prends quelqu'un pour qu'il te dise quoi faire, tu vois. Quasiment c'est ça, en fait, hein, la mécanique. Chez les meilleurs, en tout cas. Et je trouve qu'il y a je trouve que c'est la difficulté, c'est toujours d'être dans à la fois ce qu'on appelle le founder mode, qui a été théorisé par Ouais, je vois très bien. Paul Graham récemment et Brian Chesky, qui est l'idée que le fondateur a un rôle très important dans les détails de son entreprise à certains moments. Donc il n'est pas partout, mais par contre il peut rentrer dans la chaîne de management, bypasser entre guillemets les managers, parce qu'il faut qu'il aille au fond des choses et qu'il parle aux bonnes personnes. C'est ce que fait Elon Musk en permanence. Ouais. Il parle à l'ingénieur, il parle pas au directeur de la chaîne de production. En permanence, il fait ça. Et en même temps, il faut être capable quand même d'avoir une grande confiance pour déléguer, tu vois, Bien sûr. pour déléguer aux autres. Est-ce que toi, l'un ou l'autre, c'est plus difficile? Alors, enfin, la délégation, nous, les équipes du Temple, aujourd'hui, elles ont des grandes responsabilités et je leur fais une immense confiance. Les clubs ouvrent et ferment et sont ouverts toute la journée sans moi. Les coachs donnent des cours, tu vois, on a qu'à peu près 1000 membres par jour, tu vois, qui viennent s'entraîner. Donc, c'est du volume d'activité, c'est de la responsabilité parce que des personnes mouillent le maillot dans les clubs tous les jours. Il y a des douches, du ménage. Il y a une organisation dont mon objectif a été qu'elle soit autonome. Donc, assurément, je fais confiance. Et pour moi, c'est hyper important dans les relations de créer une confiance avec nos partenaires de ménage, de blanchisserie, et avec les équipes qui gèrent les clubs, donc les directeurs de clubs, leurs adjoints, et puis leur équipe à chaque fois, pour qu'ils soient autonomes dans la gestion des lieux et qu'ils partagent notre ambition de qualité. Ça, c'est hyper important. Mais tout ça, moi, je pense qu'il faut faire très attention entre délégation et abandon. En fait, c'est pas parce que tu leur confies quelque chose que, du coup, tu vas pas voir. En fait, la responsabilité, elle est claire, elle est confiée. Mais en revanche, moi, je leur dis que dès que vous avez besoin d'aide, et l'aide, c'est pas une galère, c'est une ambition à réaliser aussi. Tu vois, moi, j'aimerais faire encore mieux, tu vois, améliorer je sais pas moi, le remplissage de certains créneaux, d'améliorer l'expérience dans les vestiaires, une meilleure. On a des idées tout le temps d'améliorer l'espace de renforcement musculaire avec des machines qui sont à la mode, voilà. Et bah donc du coup, tu travailles ensemble. Ça, tu vois, mon intervention ne doit pas parasiter la délégation qui leur a été confiée. Mais on travaille quand même pour le même projet. Donc tu vois, par exemple, nous, on met en place des outils qui guident les tâches à faire quotidiennement pour garantir un niveau de qualité au sein des clubs. Donc tu vois, de l'ouverture, je déclenche la clim, on a des déshumidificateurs, des trucs qui prennent les mauvaises odeurs, enfin là, tout un arsenal de solutions. Et donc, du coup, nous, on les a aidés à mettre en place une feuille de route de process pour que leur équipe soit guidée, accompagnée dans la réalisation de leur mission. Donc, tu sais, c'est pas un abandon. On construit des outils pour les guider, on s'en parle régulièrement pour voir si on est bien aligné sur ouais, tu vois. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment les deux. C'est faire confiance et déléguer, mais pas disparaître. Donc tu es là présent, je sais que tu viens d'ailleurs tous les jours, au moins tous les soirs dans un des clubs, ouais. Et tu parles au coach, tu parles directement au coach, aux équipes. Alors qu'ils ont des managers, tu es très présent. Ouais. Et en même temps, tu as combien de personnes en ce qu'on appelle direct report aujourd'hui? 5. C'est qui? Alors il y a Jérémy, qui est le directeur sportif et de l'expérience, qui est là depuis le début de l'aventure, et qui donc recrute tous les coachs, et ensuite est en charge du projet sportif. Donc les courses en combat, les cours avec combat, comment on fait, et qui anime en fait des formations très très régulièrement pour qu'on continue à proposer une expérience sportive, tu vois, c'est mon obsession, être toujours meilleur. Il partage cette ambition, Jérémy. Ses formations sont remarquables parce que c'est clair, c'est très juste. Les coachs adorent. On a une dynamique. Mais j'avais bossé avec lui, on avait fait une expérience avec le club Bootstrap, et il avait animé un cours avec une quinzaine de dirigeants, et c'était génial. Très pédagogue. Et donc, lui, il a cette responsabilité qui est vraiment, où il joue un rôle remarquable. Il y a Alix qui est directrice marketing, et donc qui va s'occuper de toute la communication, soit des actions de fidélisation ou de conquête de nouveaux membres. Et il y a Corentin,
qui est directeur de l'excellence opérationnelle. Donc lui, c'est celui qui va gérer toutes les équipes qui travaillent en club et qui ne sont pas des coachs, ainsi que les prestataires extérieurs. Et ensuite, il y a Anne-Sophie qui est la directrice du CRM, donc tout ce qui est les réponses, toutes les relations dématérialisées avec les membres et la gestion de l'ERP, tu as prise d'abonnement, connexion planning, etc. Le logiciel qui gère notre planning et les memberships. Et ensuite, l'autre personne, c'est Mou. Alors, il y a Nolan qui est avec nous au bureau qui nous permet de. C'est Mou, t'as dit ? Nolan. Ah, Nolan, oui. Nolan qui fait aussi du CRM et où j'interviens souvent parce que c'est important. La relation avec les membres, donc il répond aux emails avec Anne-Sophie. Et moi, je fais des formations, moi je suis moi-même formateur, ou des réunions avec les équipes en club, 2 ou 3 fois par semaine, tu vois. Tu fais quoi comme formation ? Par exemple, je fais une formation qui dit qu'est-ce qu'un bon accueil ? Tu vois, je peux faire une formation comment faire respecter le règlement intérieur dans un club. J'en ai une, ça c'est celle que je fais avec les coachs, c'est un peu la formation. Quand un coach il arrive, il a 4 formations. Il a qu'est-ce qu'un bon cours de boxe sans combat au temple, qu'est-ce qu'un bon cours de boxe avec combat, et ensuite il y a un cours de théâtre pour améliorer sa communication. Tu vois, comment génial. tu interagis, comment tu te positionnes dans l'espace, quels mots tu emploies, et aussi comment tu démines tu as potentiellement des situations conflictuelles, soit entre un membre et le coach, soit entre membres. Pour nous, c'est hyper important que ce soit une ambiance hyper sympa. Donc, à la moindre tu vois, je sais pas, anxiété ou tension, il faut qu'on intervienne tout de suite. Et il y a une formation que moi j'anime, ça s'appelle les colonnes du temple. Donc, c'est une formation lors de laquelle je présente les valeurs du club qui nous protègent et nous obligent évidemment. Donc, je peux te le dire, hein, c'est l'interdiction absolue de toute violence, qu'elle soit physique ou verbale. Et donc, je rappelle... C'est quand même original pour un club de boxe. Ouais, mais en fait, si tu veux, nous, on fait que des évidences. Mais alors, quand tu les as dites au moment du recrutement, c'est beaucoup plus efficace. Donc, c'est aucun propos grossophobe, antisémite, raciste, tu vois, tout ce qui ne va pas du tout. C'est des délits, d'ailleurs. Hein. Mais en fait, quand tu le dis, tu dis attention. Et ici, on a une attention radicale à ce sujet-là. Tu vois, ça ne sera pas toléré une seule fois. Donc, quand tu le dis... Tout le monde dit, OK, j'ai compris qu'ici, c'est un environnement très exigeant sur ce propos. Ensuite, il y a la valeur des relations, parce que tu fais plein de rencontres quand tu es au temple. Tu peux faire des rencontres professionnelles, amicales, sentimentales. Et donc, c'est hyper important qu'elles soient bien gérées. Donc, je rappelle la responsabilité de prioriser ces responsabilités professionnelles sur toute autre relation qui pourrait se développer par ailleurs. Ah, c'est intéressant que tu aies dit ça quand même. Ah, en gros, ce texto, ça veut dire commencez pas à sortir ensemble, quoi. Ah si, tu peux, mais il faut que tu assures par ailleurs. Non, d'accord. T'as des gens qui sont sortis ensemble dans le... Il y a des coachs qui sont mariés avec des membres. Mais non. Mais bien sûr. Mariés avec des membres. Ouais, qui ont des enfants et tout ça, qui ont construit des familles. C'est pas vrai. En fait, le club de sport, c'est un lieu de rencontre, c'est vrai, assurément. Oui. Sauf qu'en fait, la relation ne doit jamais perturber le bon fonctionnement du club. C'est déjà arrivé, ça ? Ça arrive moins depuis que je fais cette formation. Et c'est, par exemple, dans les relations, il y a la tentative de relation aussi. Tu vois, moi, les membres femmes du temple, ce qu'elles me disent, c'est que c'est une safe place. Elles se font pas emmerder. Donc, elles peuvent boxer, comment on appelle ça, mais tu sais, où tu as juste le top, là. Oui, crop top. Voilà, et en fait, en brassière, voilà. En brassière, voilà. Parce que on a réussi à installer un climat sportif. Il n'y a pas de mots un peu grossiers. Ou d'intentions étranges. Tu vois. En fait, il peut y avoir de la séduction, mais alors attention, il ne faut jamais qu'elle dérange. Sinon, on intervient. Et donc, vous êtes déjà intervenu ? Ah ouais, c'est pas vrai. Ça se passe comment, par exemple ? Non, mais si quelqu'un a un comportement déplacé, si c'est un coach, c'est la résiliation de son contrat. Si c'est un staff, c'est la résiliation de son contrat. Et si c'est un membre, c'est la résiliation de son contrat d'abonnement. Ah oui, direct. Ah oui, direct, ouais. Mais ça, nous, alors ça, c'est... Il n'y a pas d'avertissement, c'est... Oula, en fait, de temps en temps, tu peux avoir un avertissement en fonction de ce qui se passe, quand tu sens que c'est simplement, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de mal se passer. Mais il faut être très clair. Tu vois, on l'avait dit au départ, on te le rappelle, et donc c'est parce qu'il n'y a pas encore eu faute. Tu vois, c'est vraiment, tu es sur la ligne. Mais tout le monde adore ça. Hein. Faut pas le voir comme un... Tout le monde adore parce que du coup, les relations sont hyper saines. C'est vrai, hein, j'ai été frappé de ça. Hein. Tout le monde loue. Les gens sont beaux, faut le dire. Tu vois, à Paris, les gens sont beaux, ils sont fit, ils sont en forme. Donc effectivement, ça m'étonne pas que c'est un environnement aussi où il y a de la séduction, quoi. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai été frappé de voir à quel point c'est effectivement hyper clean, quoi. Quand tu rentres Ouais. dans le temple, il n'y a aucun Très mec qui respectueux. vient chiner, comme on dit, Ouais. une nana de Ah façon non. lourde, ou les profs, c'est pareil, ils sont hyper... Ouais. Ouais. Mais ça, c'est 10 ans de travail, hein, tu vois, pour installer ça, une pratique sportive respectueuse, mixte. On a presque 40% de femmes, donc il faut que ce soit sympa pour tout le monde. Voilà. Et il peut y avoir, et heureusement, des rencontres. Ce qu'il faut, c'est que ces rencontres soient que positives. Toujours, merci le temple, tu vois, ça a permis cette rencontre. Si quelqu'un, c'était le contraire, là, nous, on intervient tout de suite. Ouais, c'est fou. Voilà. Donc ça, on est, et puis alors, tout le monde partage cette valeur de façon très claire. Coach, staff, équipe de direction. Donc on est tous alignés pour défendre ça. Puis il y a 2 autres valeurs. Moi, j'accorde une immense valeur à la valeur confiance. Donc c'est un peu le fil conducteur de notre échange, c'est de dire qu'en fait, il faut se dire les choses, il faut regarder la vérité en face. S'il y a un problème, une incompréhension, un désaccord, moi, je demande à ce qu'il soit exprimé. Mais c'est marrant, moi j'aurais appelé ça de l'honnêteté plutôt que de la confiance. Si, parce qu'en fait, il faut que tu aies la confiance dans la façon dont moi je vais le recevoir. Je le promets que je vais être attentif, que je vais écouter. Si je trouve une solution, on le fera. Si je ne trouve pas de solution, on va s'en parler. Mais par contre, de garder un problème pour soi et de le faire prospérer, tu vois, ça pour moi, je trouve que c'est vraiment antinomique avec nos valeurs. Nous, on est persuadés que la critique constructive nous permet de progresser. Donc, allons-y, parlons-nous. Donc ça, et puis c'est important de se le dire au départ, tu vois, parce que parfois tu peux avoir de la pudeur, tu t'auto-limites en fait en n'exprimant pas des choses. Et enfin, c'est la compétence. Donc ça, moi, c'est une valeur sportive. Hein. C'est qu'en fait, nous, il n'y a pas de prime ou de droit lié à l'ancienneté. C'est pas parce qu'un membre est très ancien qu'il a le droit de ne pas respecter les règles du club. Le nouveau membre, il a autant de droits qu'un ancien membre. Un ancien coach, il a autant de droits qu'un nouveau coach. C'est la culture, c'est comme marrant, Mbappé. je l'aurais appelé, enfin je suis le mec chieur qui reformule tes valeurs alors que j'ai Ah, mais t'es aucun bon droit là-dedans, là-dessus, je suis preneur. mais j'aurais appelé ça plutôt tu vois, de l'égalité ou enfin ouais, c'est de l'égalité quoi en fait, tu vois. Non, parce qu'en fait, là où on est pas, nous on aime la performance. L'équité, enfin je sais pas comment on l'appelait, mais nous on va par exemple un prof c'est Mbappé, tu vois, qui va au Real de Madrid. C'est pas parce qu'il est nouveau qu'il est sur le banc des remplaçants et devant pour marquer des buts. Ben nous, un nouveau coach qui arrive, s'il est excellent, s'il est vraiment très bon, on va lui donner des créneaux importants, on va, tu vois, lui permettre d'exprimer tout son talent, sans regard de son ancienneté. Donc c'est pas l'égalité. C'est ça, c'est de la compétence. Alors, c'est quand même d'accord. C'est de la performance. Nous, on cherche, et le membre, tu vois, qui va être toujours, tu vois, respectueux à l'heure. On va être pareil, très respectueux. En fait, on valorise ceux qui jouent le jeu. L'excellence, en fait. L'excellence. On valorise l'excellence. Appelle-le excellence. Un staff, nous, on a toujours cette histoire-là, où parmi nos promotions, parce qu'il y a des personnes qui quittent l'entreprise parfois, donc on a des nouveaux dans l'équipe régulièrement. Et donc les échelons, c'est responsable de club senior, directeur adjoint, directeur de club, directeur senior. Tu vois, tu as une gradation. Ça arrive, il y en a qui sautent 3 échelons d'un coup. Tu vois, et ça, j'adore quand ça arrive, parce que nous, il n'y a pas... tu peux augmenter, c'est comme si tu étais corrélé au temps de ton ancienneté. Quelqu'un qui a le niveau d'engagement et la compétence, c'est-à-dire la connaissance du bon fonctionnement des clubs, il faut qu'il puisse aller très très vite professionnellement. Très très loin. Tu vois, ça, j'y suis hyper attaché. Donc ça, c'est une valeur. Donc tu vois, confiance, compétence, des relations bien gérées et l'interdiction évidemment de toute violence. C'est ça l'une des formations que j'anime. Ouais, c'est bien. C'est en fait la première chose, je trouve, dans une culture qui performe dans une entreprise, c'est pas tellement c'est même pas tellement les mots que tu choisis, c'est en réalité le fait de les avoir définis. Il y a beaucoup de boîtes en réalité qui ont mis des mots valises, performance, excellence, ambition, je sais pas, des trucs qui sont communs, work hard, play hard à l'extrême dans les startups. Ouais. Qui sont beaucoup de bullshit parce qu'en fait, tu n'as pas réfléchi vraiment à pourquoi les gens sont ensemble, qu'est-ce que tu amènes dans ton aventure, ce que toi, je trouve que tu as fait avec beaucoup de soin, c'est-à-dire de réfléchir l'alignement profond entre qui tu es et ton projet, et il y a beaucoup de sincérité, et ça se sent, c'est que ces valeurs, elles sont hyper claires, hyper précises, hyper incarnées, quoi. Donc, et partagées, tu vois, déléguer, je pense que là, l'équipe du Temple, elle est super, on n'a que des gens géniaux. On partage assurément ces valeurs avec beaucoup de sincérité. Oui, ça se sent. Et ça, c'est super. Parce que du coup, quand tu alignes ça, les projets avancent. Ça, c'est très réjouissant. Pour terminer ce podcast, Cyril, et puisque la recherche de l'excellence a été un peu le fil rouge de notre échange, quand est-ce que tu sauras que tu as réussi ?
Je la pose comme ça, hein, parce que ça pose aussi la question de la satisfaction, tu vois. Tu vois, tant que j'aurai de l'énergie et du temps, je continuerai d'essayer de faire mieux. Donc en fait, pour moi, il y a, tu vois, je savoure le chemin et je pense qu'à chaque fois que j'ai fait de mon mieux, je me dis que c'est une réussite. Donc à l'infini, tu vois, pour moi, c'est euh, il y aura pas il y aura pas de terminus, sauf celui de la Donc mort, tu te tu vois, vois certainement. potentiellement passer encore les 10 prochaines années de ta vie, voire la fin de ta carrière sur le temple. Attends, sur là où je serai le mieux employé, tu vois, ça peut être un autre projet. Mais en tout cas, je pense que cette quête. Non, moi, je pense que le temple, évidemment, aujourd'hui, c'est un projet qui est cher à mon cœur, dans lequel je pense avoir encore beaucoup de choses à apporter. Mais je suis très. Pour moi, le projet aujourd'hui il me dépasse et tu vois, je souhaite. Je défends pas, tu vois, une position dessus de façon individuelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'ai pas défini un point d'arrêt. Moi, tu vois, je pense que tu vois, quand je dis moi mes bonheurs successifs, c'est ceux de prendre conscience de nouvelles perspectives et de se mettre au travail pour les atteindre. Bah, je me souhaite justement de toujours ouvrir de nouvelles portes, tu vois, qui me permettront d'avancer. Vraiment, c'est ça c'est là que je trouve mon bonheur. Moi. Bon, bah, c'est ce que je te souhaite aussi, mon cher C'est Cyril. sympa. C'était un plaisir cet échange, qui n'était pas un échange de boxe, j'espère pour toi. Si je t'ai poussé à te On dévoiler, était entre amis, donc c'est très très bien. Merci Mathieu pour tes questions percutantes malgré tout. avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.